Je vais vous raconter une histoire de musée, de collection, de collectionneurs, d'amis des musées, et une histoire donc, qui s'est déroulée au XIXe siècle. Euh, c'est une histoire intéressante, je crois, une histoire qui peut donner des éclairages originaux sur, euh, par exemple, l'évolution de la connaissance en matière d'archéologie, et des éclairages originaux en matière aussi de ce qu'on pourrait appeler la géopolitique dans le courant du XIXe siècle. Et ce sera le thème plus précisément de ma troisième partie. Alors, pour introduire la réflexion, je présenterai donc la collection Campana et j'en ferai une sorte d'événement culturel au XIXe siècle, euh, en posant la question suivante. Au fond, que peut-il y avoir de commun entre le sarcophage des époux, une célèbre sculpture étrusque, Euh, une peinture de Vittore Carpaccio qui date de- du début du XVIe siècle, une plaque de terre cuite peinte qui a été réalisée dans l'Antiquité à l'époque de l'empereur Auguste, et cette tête d'apôtre réalisée par Andrea della Robbia à la fin du XVe siècle. Eh bien, le point commun à ces quatre objets, c'est qu'ils ont tous les quatre fait partie de la collection Campana. Et la collection Campana, c'est la plus importante, la plus spectaculaire des collections privées qui ont été constituées au XIXe siècle, tant par le nombre des objets, il y a au moins 15 000 objets, que par la qualité de certains de ces objets, comme on le verra, et aussi une collection impressionnante par l'extrême diversité des objets que Campana a rassemblés. Alors, cette collection est très célèbre depuis le XIXe siècle. Elle est bien connue parce qu'elle a fait l'objet, en 2018, d'une importante exposition au musée du Louvre à Paris. Et je me suis appuyé naturellement sur le travail qui avait été réalisé à cette époque pour élaborer mon propre propos. On va procéder de manière très simple. Je vais d'abord présenter la collection. Ensuite, je présenterai le collectionneur, Gian Pietro Campana. Et je terminerai dans un troisième temps en vous proposant quelques réflexions sur ce que l'on peut comprendre des circonstances de la constitution de la collection et surtout des circonstances de la dispersion de la collection ayant été vendue en 1861. Et la vente de la collection Campana a déclenché une sorte de compétition entre les pays européens, la plupart des pays européens, et tout particulièrement la Russie, le Royaume-Uni, la France, et donc une compétition entre le tsar Alexandre II, la reine Victoria, l'empereur Napoléon III et le pape Pie IX, puisque Campana était un citoyen des États de l'Église qui existent en 1861. Et donc le pape Pie IX est le pape régnant entre 1846 et 1878. Alors, précision au passage, on va voir un certain nombre d'œuvres, évidemment. Lorsque ces œuvres ne sont pas conservées aujourd'hui au musée du Louvre, eh bien, il y aura une précision qui vous indiquera où elles se trouvent, et sinon, il n'y aura pas de précision. Alors, la collection Campana est extrêmement complexe à appréhender. En effet, au XIXe siècle, lorsque Campana constitue sa collection, cette collection n'est pas présentée en un lieu précis. Elle est répartie en plusieurs endroits, en plusieurs lieux, en plusieurs bâtiments. 15 000 objets, il faut déjà trouver à les loger, n'est-ce pas? Donc une collection tellement volumineuse qu'on ne peut pas en prendre au XIXe siècle une vue globale, une vue générale, autrement que par la publication d'un catalogue. Et c'est ce qui se fait en effet. En 1858, il y a un catalogue imprimé qui d'ailleurs n'est pas vraiment complet, mais enfin un catalogue qui donne une vue globale de la collection de Gian Pietro Campana. Ce catalogue a été préparé par lui-même et Campana a réparti les objets de sa collection en 12 catégories, ce qu'il appelle des classes. 12 catégories qui tiennent compte de la nature du matériau pour chaque objet, de la période chronologique. Il y a une sorte de rationalité dans la classification. Bon, aujourd'hui, on ne classerait probablement pas les objets de la même façon, mais enfin, il y a une certaine cohérence quand même dans le catalogue du musée Campana, puisque c'est le titre de ce document qui est publié donc en 1858. Et je pense que le plus simple, c'est de feuilleter le catalogue
pour voir ce que peut comporter la collection Campana. Voilà une vue qui a été prise dans les galeries de l'Exposition de Paris en 2018, où l'on s'est forcé de montrer la variété des objets, où on peut trouver des poteries antiques, on peut trouver des peintures du XVIIe siècle. Donc, vous voyez, c'est euh, très grande, j'allais dire hétérogénéité, une très grande variété, c'est plus le terme qui convient en fait. Alors, 12 catégories, 12 classes dans la collection Campana, d'après le catalogue publié en 1858. Et on va commencer de manière très simple en feuilletant la première classe, celle des vases peints étrusques et italo-grecs. Dans la collection Campana, il y a environ 4000 vases. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous montrer 4000 vases, je vais vous en montrer deux. Un premier vase, qui est certainement le plus connu des vases de la collection Campana, c'est ce que l'on appelle le cratère d'Anté ou cratère d'Euphronios. Euphronios est le nom du peintre qui a réalisé ce vase. Euxythéos est le nom du potier qui l'a réalisé aussi. Les deux compères ont signé le vase. Il y a ici une petite inscription en caractère grec, je ne sais pas si vous arrivez à la lire, mais qui nous donne donc le nom du potier et le nom du peintre, donc cratère d'Euphronios pour célébrer les mérites du peintre, ou cratère d'Anté, excusez-moi, parce que l'un des personnages, celui qui est là, c'est le géant Anté qui est en train de lutter contre Héraclès. Donc un épisode mythologique représenté sur les flancs de ce cratère. Un cratère, c'est un vase dans lequel on mélange le vin avec l'eau pour le banquet. Celui-ci contient une petite quarantaine de litres, donc c'est un cratère de belle taille. Et les spécialistes reconnaissent dans ce cratère un cratère à figure rouge, c'est-à-dire qu'ils peuvent le dater d'une période relativement précise, c'est-à-dire la fin du 6e, le début du 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce cratère a été fabriqué à Athènes. Il a été vendu et acheté par des Étrusques. Le cratère a été déposé dans une tombe à Cerveteri, et c'est là que Campana donc l'a exhumé dans la première moitié du 19e siècle. Alors ce cratère est intéressant parce qu'il est en bon état pour un objet aussi ancien, parce que aussi le peintre a dépassé une sorte de principe, une sorte de règle dans la peinture de vase qui était respectée jusque-là, ce qu'on appelle le principe de l'isocéphalie, c'est-à-dire chaque personnage était sinon exactement de la même taille, tout au moins la tête de chaque personnage avait la même taille. Ici, ce n'est pas le cas. Les deux personnages principaux, Anté et Héraclès, ont une tête plus volumineuse que les personnages qui sont un petit peu en arrière-plan. Donc il y a une sorte d'épaisseur, de perspective presque, qui est esquissée par le peintre. Et pour les spécialistes de la peinture sur vase, c'est là une rupture, c'est là presque une révolution dans l'art de la peinture. Donc un cratère très très réputé, très connu, conservé aujourd'hui au musée du Louvre. Donc je n'ai pas précisé sur l'image où il était conservé, donc au musée du Louvre, et un fleuron de la collection de vases grecs de Campana, donc, dont nous parlons en ce moment. Deuxième exemple, un vase, un cratère, là aussi, donc euh, grec, enfin plus exactement un cratère réalisé en Grande Grèce, c'est-à-dire dans la partie méridionale de l'Italie, en Apulie, donc un cratère probablement réalisé au début du IVe siècle avant Jésus-Christ, et qui est un cratère phliaque. Alors phliaque, c'est un mot grec très, très spécifique qui désigne à la fois une forme de spectacle dans l'Antiquité et qui désigne une forme de représentation de ces spectacles sur les peintures de vases. Alors le spectacle phliaque met en scène des personnages qui sont costumés de façon à donner l'impression qu'ils ne le sont pas. Le costume, c'est le costume d'un homme nu. Donc des personnages costumés en nu. Particularité du, euh, du spectacle FLIAC. Et puis par ailleurs, l'argument des pièces, nous n'avons pas de texte bien sûr, mais l'argument des pièces, c'est la parodie, c'est la caricature de pièces connues, de comédies ou de tragédies connues qui sont parodiées donc sur l'estrade dans les spectacles FLIAC qui sont assez courants donc en Grande Grèce au IVe siècle. Alors ici, on a affaire à une scène précise qui nous montre une personne assise qui est la propriétaire d'un bien, face à elle, l'intendant qui gère le bien et qui prend des notes sur des tablettes de bois recouvertes de cire, et l'intendant doit donc rendre des comptes
à la propriétaire et visiblement il y a une divergence entre les deux personnages au point que l'intendant se tourne vers un troisième compère sur la gauche pour demander des détails, des comptes, des preuves, enfin on ne sait pas exactement, mais pour les contemporains de 380 avant Jésus-Christ, c'était là probablement la référence à quelque chose de connu et la référence à une parodie d'une pièce connue. Donc ce cratère Fiac est très connu, très réputé aussi. C'est un autre fleuron de la collection Campana. Et comme vous voyez, celui-là est conservé au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Alors, première catégorie, les vases. Deuxième catégorie, deuxième classe, les bronzes. Alors, les bronzes, ça peut être des cuirasses, ça peut être des boucliers, ça peut être des armes, mais les bronzes, ça peut être aussi des vases. Il y a des vases en bronze, en voilà un. Ce vase a une forme spéciale, c'est la forme du stamnos. C'est un vase qui est pourvu de 2 anses et auquel Campana a ajouté cette décoration qui pensait être une anse possible pour ce vase. On voit un personnage qui pose les mains sur des arrière-trains de bovidés. Cela vient décorer le vase et lui donner une troisième anse. En fait, on pense aujourd'hui que cette anse-là appartient en fait à un autre vase qui a été euh, ajouté par Campana sur celui-ci. Donc, en fait, c'est un vase à deux anses et non pas à trois. Mais, particularité de ce vase, il possède une inscription qu'on ne voit pas sur la photo, une inscription qui est rédigée en alphabet étrusque et en langue osque. Alors, le peuple osque, c'est l'un des peuples italiques euh, dans l'Antiquité. C'est un peuple, il n'y a pas que des Étrusques et des Romains, si vous voulez, en Italie, hein, dans l'Antiquité. C'est un peuple qui est mal connu parce que, bien sûr, il écrit en étrusque, en alphabet étrusque, donc on arrive à lire facilement ce qui est écrit, mais il écrit en langue osque, bien sûr, et on ne comprend pas bien la langue osque. Donc, on ne sait pas trop. Il est probable que l'inscription dit que le vase a été offert par quelqu'un à quelqu'un d'autre. C'est souvent comme ça que parlent les vases antiques. Mais ici, donc, particularité, une inscription en osque, c'est, pense-t-on, la plus ancienne inscription en langue osque que l'on ait conservée. Donc, elle date de la deuxième moitié du 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors, deuxième classe, donc les vases en bronze, enfin les bronzes en général, et les vases en bronze en particulier. Troisième classe, tout ce qui est petits objets en or, en argent, en pierre gravée, pièces de monnaie, vous voyez, ce genre d'objets plus ou moins précieux quand même. Il y en a des centaines, hein, et j'ai choisi d'en montrer simplement deux. Un collier, et une fibule. Une fibule, c'est une agrafe qui permet de faire tenir ensemble les vêtements. Collier en or et fibule en or. Le collier est moins ancien que la fibule, mais le travail d'orfèvrerie, comme vous le voyez, est très précis, très méticuleux. Le collier en particulier correspond à un type bien connu. C'est un collier à la mode, on pourrait dire, dans le monde grec et notamment en Italie, la Grande Grèce, un collier à la mode à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc il y a plusieurs exemples de colliers ressemblants, disons, à celui-ci. Donc, euh, troisième classe de la collection Campana, les petits objets précieux. Quatrième classe, les objets en terre cuite. Et les objets en terre cuite, eh bien, ce sont notamment des plaques, je vous en ai montré une tout à l'heure, des plaques en argile moulées, bien souvent peintes, de taille relativement petite, et que Campana a collectionnées par centaines. Au point que l'on donne à ce genre d'objet, à ce genre de plaque, le nom de plaque Campana, du fait de l'intérêt que portait Gian Pietro Campana à ce type d'objet. Les terres cuites, ça peut être aussi des statuettes de taille moyenne ou de petite taille que Campana a rangées donc dans cette classe de sa collection. Alors voilà une page du catalogue qui vous donne quelques précisions sur les plaques Campana. C'est un domaine de très grande variété. Les thèmes sont tout à fait disparates. Et ce qui est intéressant dans ces plaques Campana, c'est le fait que Campana les ait collectionnées, bien sûr, mais il les a collectionnées aussi pour justement la variété des thèmes. Ce qui intéresse Campana, ce n'est pas simplement les objets précieux, les beaux vases, comme on en a vu, ou les bijoux. Ce qui intéresse Campana, c'est aussi des objets qui donnent un éclairage, qui permettent de se représenter une forme de vie quotidienne, on pourrait dire, dans l'Antiquité.
il y a dans l'esprit de Campana un intérêt porté à ce qui n'est pas le bel objet. Bien sûr, il est intéressé par le bel objet, mais un intérêt porté à ce qui n'est pas forcément le bel objet. Et de ce point de vue, dans les années 1830 ou 1840, lorsqu'il constitue sa collection, eh bien, il est relativement original. C'est original, à son époque, de collectionner, par exemple, les lampes à huile. Des lampes à huile décorées, c'est le décor évidemment qu'il privilégie, des lampes à huile décorées, il y en a 300 dans sa collection, hein. Des lampes à huile décorées qui ne sont pas des œuvres d'art, mais qui donnent des indications, par exemple, sur la photographie de droite, des indications sur les armes des gladiateurs, par exemple, hein. Voilà le genre d'objets qui intéressent Campana. Pour notre œil, à nous, au XXIe siècle, ce n'est pas étonnant, ce sont effectivement des objets intéressants, mais pour les contemporains, au XIXe, c'est quand même relativement original. Alors, classe numéro 5, tout ce qui est verre. Verre, verrerie, objet en verre, vase en verre, petite statuette en verre, et même, comme vous voyez ici, vitre, c'est-à-dire un verre qui a été aplati. C'est assez difficile de fabriquer des vitres, du verre plat, donc c'est difficile en fait jusqu'au 19e siècle, hein. Et donc, les verres plats que l'on peut avoir à sa disposition jusqu'au 19e siècle sont forcément de petite taille. Éventuellement, on peut les associer pour avoir des panneaux plus grands, bien sûr, hein. Mais ce sont des verres de petite taille dont les deux faces ne sont pas parfaitement parallèles, donc des verres qui déforment quand on regarde à l'intérieur, des verres qui ne sont pas forcément bien transparents, mais qui laissent quand même pénétrer la lumière, et c'est ce qu'on leur demande. Donc il y a du verre à vitre, on pourrait dire, dans l'Antiquité, en quantité suffisamment importante pour que certains éléments, certains objets, se soient conservés jusqu'à nos jours. Et dans la collection Campana, il y a plusieurs exemples de ces verres. Classe numéro 6, les peintures, peintures antiques. Les peintures, et donc dans le catalogue, on précise qu'il s'agit de peintures très anciennes qui viennent de Caere, donc de Cerveteri, des peintures, des morceaux de fresques aussi. Et Campana a accordé beaucoup de valeur et beaucoup d'intérêt à cette collection de peintures. On n'hésite pas au XIXe siècle à retirer des murs, c'est-à-dire extraire du mur un panneau décoratif qui avait pu y être peint autrefois. Et on n'hésite pas non plus à récupérer des fragments de fresques. Voilà, par exemple, un fragment de fresque qui provient probablement de Tusculum. Donc, Tusculum, c'est une localité qui se trouve au sud-est de Rome. Et fragment de fresque qui devait certainement décorer une salle dans une demeure privée dans cette zone du Latium. Euh, Huitième septième, excusez-moi, septième classe, septième catégorie, la sculpture, sculpture gréco-romaine, c'est-à-dire les statues en pierre, en marbre en particulier. Donc voilà quelques exemples. Alors il y a ici un buste célèbre d'Antinoüs en Dionysos avec une couronne de lierre, mais j'insisterai plutôt sur la statue du Brutus, ce qu'on appelle le Brutus Campana. Le Brutus Campana, c'est donc l'appellation qui lui est donnée au XIXe siècle. Alors Campana parce que c'est la collection Campana, bien sûr, mais Brutus parce qu'on reconnaît, on pense reconnaître dans le personnage un Brutus. Alors lequel? L'assassin de César au 1er siècle avant Jésus-Christ, ou bien celui qui renverse la royauté en 509 avant Jésus-Christ, on ne sait pas bien, enfin un Brutus. Ce que l'on pense aujourd'hui de cette statue, c'est un petit peu différent. D'abord, on a remarqué que, comme ça arrive souvent pour les statues antiques, le corps et la tête n'appartiennent pas au même ensemble. La tête a été rapportée. Alors, la tête est rapportée parfois quand on veut réaliser un portrait, donc on sculpte le corps d'un côté et le portrait d'un autre côté, puis ensuite on raboute les deux, si l'on peut dire. Ou alors le corps a été réutilisé, on a changé la tête. Le travail a probablement été fait dans l'Antiquité et on peut donc distinguer deux types de représentations. Pour le corps, on constate que c'est un corps nu drapé dans un manteau qui est enroulé autour des hanches et on remarque que la ligne que constituent les épaules n'est pas parallèle à la ligne que constituent les hanches. Il y a une différence entre les deux et ça, c'est le type introduit au IVe siècle avant Jésus-Christ par le sculpteur grec Polyclète. Donc c'est le type de Polyclète qui est utilisé ici, mais le manteau autour des hanches, ça, c'est une forme de représentation qu'on trouve à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, et puis pendant un siècle ou deux ensuite. Donc on peut dater cette statue, vous voyez, des alentours du milieu du 1er siècle après Jésus-Christ.
Et la tête elle-même, là, il faut analyser le visage qui paraît mélancolique, réfléchi, un peu triste, et donc on peut peut-être y voir un portrait funéraire, la représentation d'un individu mort, en fait. Et quand on analyse la chevelure, le mode particulier de dessin des boucles de cheveux, alors on peut penser que ce type de façon de représenter la chevelure est utilisé au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ. Et donc aujourd'hui, on considère qu'il s'agit là d'un personnage mort, donc d'un personnage de la famille impériale, peut-être de la famille julio-claudienne, si l'on est vers 50, ou peut-être de la dynastie suivante, si l'on est vers 60 ou 70. En tout cas, c'est l'un des fleurons de la collection Campana, c'est l'un des fleurons aussi de l'art officiel du 1er siècle après Jésus-Christ. Alors de la classe 7, je passe à la classe 12. J'enjambe la fin du catalogue parce que la classe 12, vous savez, quand on fait une classification, il reste toujours des objets qu'on ne sait pas où ranger, donc on crée une catégorie divers, c'est le cas pour la classe 12, objets divers de curiosité et d'érudition, mais objets antiques. Alors il aurait peut-être été préférable de localiser cela à la suite des objets antiques, des objets antiques, vous voyez, bon, un peu de tout, même des vers, il y en a là aussi, des objets sur lesquels il est difficile de porter un regard bien précis, quoi on puisse essayer éventuellement, nous verrons, et que Campana a rangé dans la classe 12, ce qui clôt, on peut dire, la collection antique, la partie antique de sa collection. Et donc, pour la fin du catalogue, eh bien, c'est ce que l'on pourrait appeler la collection moderne, qui commence avec les classes 8, 9, 10 et 11, les quatre dernières classes de la classification. Alors, bien sûr, je vais reprendre ces quatre classes, mais nous serions tentés, nous, de dire que dans la collection moderne, il y a des œuvres de tout premier plan, et puis il y en a d'autres qui sont peut-être un petit peu moins prestigieuses. Et donc, on serait tenté de mettre en avant, de commencer par les chefs-d'œuvre. Et le chef-d'œuvre, c'est précisément cette peinture de Paolo Uccello, donc peinture qui date du milieu du XVe siècle et qui est certainement l'élément le plus marquant dans la collection de peintures de Campana, la collection de peintures modernes de Campana. Alors, cette peinture de Paolo Uccello appartient en fait à une série de trois panneaux qui sont conservés dans des lieux différents. Le panneau de gauche représente une scène des débuts de la bataille de San Romano. Le panneau est conservé à Londres. Le panneau du centre représente un moment capital du milieu de la bataille de San Romano, du milieu de la journée aussi. L'éclairage n'est pas le même. Le panneau est conservé à Florence. Et le troisième panneau, donc l'éclairage non plus n'est pas le même, représente une scène de la phase finale de la bataille. C'est la contre-attaque de l'un des adjoints du comte de Thiers, la phase finale qui marque la victoire, qui vient consacrer la victoire de Mauruzzi da Tolentino. Alors, qu'est-ce que c'est que la bataille de San Romano? C'est une bataille qui s'est produite en 1432, qui a opposé la cité de Florence à la cité de Sienne. Florence et Sienne sont des villes voisines, mais ennemies traditionnellement. Et donc, il y a de nombreuses batailles entre ces villes. Et en 1432, il y a donc une bataille qui est remportée par Florence. Les cités italiennes, les villes italiennes, peuvent entretenir des troupes, donc à leur initiative. Elles peuvent aussi s'adresser à des spécialistes de l'art de la guerre. Alors on pourrait dire des mercenaires, ou si on veut être plus respectueux, on parlera de condottieri, c'est-à-dire des personnages qui disposent d'une troupe, une condotta, qu'ils dirigent et qu'ils mettent au service de qui veut bien les employer. On a donc un premier condottiere ici qui est Maruzzi Tolentino, qui est employé par Florence, et un autre, Bernardino della Ciarda, qui est employé par Sienne. Donc bataille entre les deux et victoire de Florence sur Sienne. Alors ces trois panneaux ont été réalisés donc au milieu du XVe siècle. Ils ont été commandés à Paolo Uccello par un homme d'affaires de Florence qui s'appelle Salim Beni, pour orner sa résidence florentine. Il y a un palais Salim Beni à Florence aujourd'hui qui appartenait à cette famille, mais il a été réalisé au XVIe siècle. Nous avons une peinture du XVe. Euh, donc, des panneaux destinés à orner une résidence à Florence, des panneaux qui ont été réalisés au milieu du XVe siècle, donc à l'époque où Florence est dirigée par Côme l'Ancien de Médicis, et ces panneaux ont été obtenus
par Laurent le Magnifique. Alors, obtenus, ça peut vouloir dire achetés ou confisqués, comme on veut. Enfin, ils ont été obtenus par Laurent le Magnifique, qui les a euh, gardés avec lui. Les inventaires après décès qui ont été réalisés donc en 492, lors de la mort de Laurent le Magnifique, permettent de comprendre que ces trois panneaux ornaient la chambre de Laurent le Magnifique. Donc, des peintures qui ont été très appréciées au XVe siècle. Et on peut considérer que le fait pour Campana d'avoir réussi à acquérir l'un de ces trois panneaux, eh bien, donne une idée de la valeur de la collection, une idée de l'influence et de la détermination du collectionneur aussi. Alors, ça, c'est le chef-d'œuvre de la collection de peinture. Maintenant, si on reprend la classification de Campana, on dira, eh bien, la huitième classe, ce sont les œuvres de la Renaissance, de la peinture en Italie, comme il dit. Campana distingue deux époques dans l'histoire de la peinture. Il y a l'époque qu'il appelle des primitifs italiens, disons 14e, 15e, début 16e siècle, et puis ensuite l'époque de la peinture plus moderne, 16e, 17e, 18e siècle aussi. Alors, la classe 8, ce sont les primitifs italiens, en tout cas la première époque, disons, et il y a donc beaucoup de sujets religieux, beaucoup de panneaux à sujets religieux qui constituent la collection Campana. Et puis, il y a quelques œuvres importantes, par exemple celle-ci, qui, dans l'esprit de Campana, avait été réalisée par Filippino Lippi, une Vierge à l'enfant. Aujourd'hui, on considère que l'attribution à Filippino Lippi résulte d'une erreur de Campana et que c'est plutôt à Botticelli qu'il faut attribuer cette peinture, ce qui donne une idée aussi là, de la valeur, hein, bien sûr, de la collection et de la qualité du regard de Campana. Il attribue l'œuvre à un peintre qui ne l'a pas réalisée, mais enfin, il a bien repéré qu'il s'agissait d'une œuvre marquante quand même, et cela ne lui a pas échappé. Donc, les peintures, disons un peu anciennes, par exemple celle-ci, ou alors celle-là. On a ici une peinture de Cassone. Le cassone, c'est un panneau de bois qui a été peint, décoré de manière très soignée et qui est utilisé pour confectionner un coffre de mariage. C'est la partie décorée du coffre de mariage. Parfois, on a conservé le coffre, parfois, on a conservé que le panneau décoré du coffre. Eh bien, dans la collection Campana, il y a plusieurs de ces cassoni, donc au pluriel, et celui-ci, notamment, est attribué à un peintre dont on ne connaît pas le nom, mais qui travaille au début du XVIe siècle. On l'appelle le maître des cassoni Campana. Et comme vous voyez, il s'agit d'une scène montrant les aventures de Thésée. Donc, Thésée qui part ici d'Athènes, alors c'est une Athènes de fantaisie, bien sûr, Thésée sur son navire qui arrive en Crète et Thésée qui va combattre le Minotaure dans le labyrinthe. Donc un thème mythologique assaisonné à la mode de la fin du XVe ou du début du XVIe siècle, et le tout étant représenté sur ce panneau de bois. Ce que l'on peut trouver comme peinture un peu ancienne aussi dans la collection Campana, c'est la moitié du décor du Studiolo d'Urbino. Dans le palais ducal d'Urbino, il y a une petite pièce qui a été affectée par le duc d'Urbino, donc au milieu du XVe siècle, Federico da Montefeltro, affectée au loisir studieux, on pourrait dire. Donc cette pièce est décorée dans la partie inférieure des murs d'une marqueterie somptueuse et dans la partie supérieure d'une galerie de portraits des hommes illustres. Il y a 28 panneaux qui ont été réalisés. Campana en a acheté 14 et les 14 autres sont restés à Urbino. Alors, voilà une photo du Studiolo d'Urbino, donc il est vraiment de petite taille. Les marqueteries ici dans la partie inférieure du mur, et donc les panneaux sur la partie supérieure. Ce sont les hommes illustres. 28 hommes illustres. Euh, qui sont ces hommes illustres? Ce sont des personnages qui vivent dans l'Antiquité ou bien qui vivent dans le présent du XVe siècle. Ce sont des chrétiens ou des païens. Ce sont des hommes d'église ou des laïcs. Ce sont des juristes, des mathématiciens, des philosophes, des théologiens. Vous avez de grands personnages, hein. Vous reconnaissez ici le portrait de saint Thomas d'Aquin. Il y a Pétrarque, il y a Dante. Et puis, il y a le personnage qui est là, dont je vais dire un mot, c'est le cardinal Bessarion. Le cardinal Bessarion, qui meurt en 1472, les peintures sont réalisées à partir de 1473, donc c'est tout à fait contemporain. Bessarion est un religieux grec qui a été formé dans l'Empire byzantin, qui a été formé à Mystra auprès de Jamiste Pléton. C'est un religieux grec qui participe à la délégation envoyée
en 1438, donc au concile de Ferrare. Il y a à cette époque-là un concile œcuménique qui est organisé et il y a donc une délégation. Enfin, il y a des évêques qui viennent du monde catholique. Bon, en 1438, c'est difficile de parler de catholique parce qu'il n'y a pas encore de protestants, donc disons catholique pour simplifier, et donc une délégation qui vient du monde orthodoxe, du monde grec. Et la question qui est examinée à ce concile œcuménique, bon, il y en a plusieurs bien sûr, mais l'une de ces questions, c'est l'union des églises. Depuis 1054, catholiques et orthodoxes sont séparés par un schisme. Faut-il procéder à l'union des églises? Voilà l'une des questions traitées à ce concile de Ferrare, qui en fait se réunit d'abord à Bâle, à Ferrare, à Florence, à Rome, enfin, toute une itinérance du concile. Bessarion participe à la partie donc ferraraise du concile et il développe le thème de la nécessité de réconcilier les catholiques et les orthodoxes et de procéder à l'union des églises. Le contexte, c'est quand même la fin de l'Empire byzantin, qui est cerné par les Turcs ottomans. Et donc, c'est peut-être un moyen aussi de conjurer le péril. Cette position-là est adoptée, en effet, par le Concile, l'union des Églises, mais chacun rentre chez soi, oublie les engagements euh, pris au Concile, et finalement, comme vous savez, l'union ne se fait pas, parce qu'elle n'est pas faite aujourd'hui. Néanmoins, Bessarion, ayant développé la position favorable à l'union des Églises, euh, a aussi montré un intérêt particulier pour le monde catholique. Et donc, alors que les autres religieux byzantins retournent dans le monde grec, lui reste en Italie. Il reste en Italie et le pape Eugène IV va lui accorder le chapeau de cardinal et Bessarion va être au milieu du XVe siècle l'un des phares de l'humanisme. C'est un personnage qui écrit, c'est un personnage qui rassemble des manuscrits. Il est venu de Constantinople avec des manuscrits, il fait venir des manuscrits de Constantinople et de Mystra, et des manuscrits très importants. On peut considérer que c'est le principal passeur de la culture antique donc en Occident au milieu du XVe siècle. D'autant plus que, à sa mort en 1472, il lègue ses manuscrits à la République de Venise et il y a des centaines de manuscrits, presque 800 manuscrits que Bessarion lègue à la République de Venise et ce legs est le noyau principal de la bibliothèque Marciana à Venise. On peut encore aujourd'hui consulter évidemment les manuscrits du cardinal Bessarion. Donc un personnage vraiment important qui est peut-être un petit peu oublié aujourd'hui du grand public, mais qui est en tout cas un des hommes illustres, un des 28 hommes illustres représentés à Urbino dans le Studiolo de Federico de Montefeltro. Alors, neuvième classe, après les peintures italiennes anciennes, les peintures italiennes plus récentes, donc 16e, 17e, début du 18e siècle aussi. Et dans l'esprit de Campana, il y a dans sa collection des œuvres absolument majeures, de grands noms, comme par exemple Caravage, comme par exemple les Carraches, enfin de très grands noms, sont cités par Campana dans son catalogue. Aujourd'hui, on a révisé beaucoup de ces attributions. Aujourd'hui, on peut considérer que dans cette neuvième classe, il n'y a pas en fait de chef-d'œuvre majeur. Il y a des peintures qui ne méritent pas le mépris, bien sûr que non. Mais enfin, il n'y a pas de chef-d'œuvre majeur. Les peintures de Gambarini, par exemple, celle-ci, ou alors celle-ci plus ancienne de Passarotti, sont des œuvres, disons, convenables, enfin pas de grands chefs-d'œuvre. L'intérêt de cette classe de la collection Campana, c'est justement d'étendre le regard sur le XVIIe et le début du XVIIIe siècle, et donc de proposer un panorama, avec la classe précédente, un panorama de plusieurs siècles de peintures italiennes. Il y a dans l'esprit de Campana une ambition, on pourrait dire, encyclopédique concernant la peinture italienne depuis la fin du Moyen Âge jusqu'au XVIIIe siècle. Alors, les deux dernières classes sont consacrées à la majolique et à la terre cuite, vernissée, peinte. Donc, on distingue d'une part la majolique au sens propre, c'est-à-dire plutôt des plats, des assiettes, des vases, et il y a donc des dizaines, des centaines même d'objets dans la collection Campana, dont les plus beaux étaient présentés à Paris en 2018. Il y a notamment une série de plats qui sont considérés par les collectionneurs euh, au, euh, au XVIIe, au XVIIIe siècle et au XIXe siècle comme des œuvres à part entière, au point qu'on les encadre, on les orne d'un cadre sculpté
plus ou moins volumineux, ici très impressionnant, là un petit peu moins, pour, faire ressortir évidemment la qualité du dessin. Ce qui est intéressant, c'est le dessin, c'est la scène représentée, donc sur ces poteries, sur ces céramiques, du XVIe ou du XVIIe siècle. Ici, vous avez donc un ange priant, ici vous avez l'enlèvement d'Hélène, ou alors vous pouvez avoir des portraits, c'est-à-dire des représentations de visages, plus que des portraits précisément identifiés. Virginia Bella, est-ce que c'est une personne dont on peut dire quelque chose de précis ou est-ce que c'est une appellation générale en fait? Et la dernière classe, numéro 11, donc, ce sont les terres cuites émaillées, vernissées, mais modelées, c'est-à-dire les statuettes. Donc, ce décor est extrêmement à la mode au XVe siècle et au début du XVIe siècle. Ce décor est très apprécié. Il y a un engouement en Italie, mais pas seulement en Italie, pour ces représentations. Vous savez qu'il y a à Saint-Omer un tombeau, le tombeau de Guillaume Fillâtre, qui est réalisé précisément dans l'atelier des Della Robbia à Florence et qui est installé ensuite à Saint-Omer, dans cette ville loin, très éloignée a priori, de la péninsule italienne. Eh bien, ce type d'objet est très à la mode aussi chez les collectionneurs dans la première moitié du XIXe siècle. Et il y a donc dans la collection Campana un grand nombre de ces objets. J'en ai choisi deux. Ici, donc, un Saint-Dominique avec la fleur de lys et puis avec l'étoile, hein, qui sont les signes distinctifs de Saint-Dominique. Et puis, d'autre part, cette Vierge à l'enfant qui représente donc une sorte d'équilibre de cette production de céramique euh, émaillée, donc qu'on attribue au Della Robbia. La famille Della Robbia, c'est plusieurs générations au 15e, au début du 16e siècle, mais ils ont des concurrents, ils ne sont pas les seuls sur le marché, à cette époque. Donc on voit bien, après avoir feuilleté ce catalogue de la collection Campana, on voit bien ce que cette collection peut avoir de particulier, même on pourrait dire d'extraordinaire. C'est le nombre des objets, 15 000. C'est la qualité des objets, pas pour tous les objets, mais pour certains d'entre eux en tout cas, et c'est l'extrême diversité de la collection. Avec une particularité aussi à mentionner, c'est que la collection est tellement énorme qu'elle n'est pas présentée en un lieu précis, enfin en un seul lieu, je veux dire. Elle est présentée dans plusieurs lieux à Rome, si bien que au XIXe siècle, personne ne peut avoir une vue générale de la collection. Même peut-être pas Campana lui-même. Une vue générale de la collection, on ne l'a pas, sauf dans le catalogue. Donc la collection Campana, jusqu'en 1857, c'est un musée de papier. On parle de musée Campana, néanmoins, mais c'est surtout un musée de papier. Personne n'a une vue complète de la collection. Si on prend par exemple les tableaux des primitifs italiens, comme dit Campana, ceux-ci sont totalement inconnus avant 1857 parce que les plus beaux d'entre eux ornent les appartements privés de Campana. On ne visite pas, évidemment, sauf si on est familier de Campana, bien entendu, mais le grand public ne connaît pas la collection de peintures de Campana avant que la collection ne soit dispersée, mise sur le marché et dispersée. Alors, je vais présenter la collection, je vais présenter maintenant le collectionneur, Gian Pietro Campana, qui naît en 1809 et qui meurt en 1880. Je vais le présenter d'abord comme un aristocrate collectionneur, ce qu'il est naturellement, et ce qui est une façon intéressante de voir je dirais, la personne et l'action de Campana. Donc voici un portrait donc réalisé à l'apogée de la carrière du personnage dans les années 1850. Gian Pietro Campana appartient à une famille, une dynastie, on pourrait dire, que l'on peut suivre, c'est ce que je vais faire, sur 3 générations. Je vais remonter au grand-père de Campana, qui s'appelait lui aussi Gian Pietro. Je parlerai ensuite du père, qui s'appelait Prospero, et je parlerai du fils, de manière plus détaillée, donc Gian Pietro II, si on peut dire, Campana. Le grand-père donc vit à la fin du XVIIIe siècle. Il meurt en 1793 et il a plusieurs caractéristiques originales. D'une part, c'est un personnage, c'est un collectionneur. Il collectionne des pièces de monnaie. C'est un personnage qui, d'autre part, s'intéresse à ce que nous appelons, nous, l'archéologie. Il fait des fouilles, en somme. Et donc, il met au jour des objets plus ou moins intéressants qu'il va ensuite vendre pour certains ou donner
a son commanditaire, parce qu'il a un commanditaire. Le grand-père de Campana est un familier du pape Pie VI. Pie VI, c'est le pape qui règne à la fin du XVIIIe siècle. Donc le grand-père Campana est un familier de Pie VI. Pie VI lui donne les autorisations pour fouiller là où il faut, et il lui donne aussi, il lui attribue une fonction particulière, c'est la direction du mont-de-piété. Je parlerai en détail du mont-de-piété tout à l'heure. La direction du mont-de-piété est confiée par Pie VI au grand-père de Campana avec promesse de succession, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire que la charge passera au fils de Gian Pietro numéro 1, puis au fils de celui-ci, s'il y en a un, Gian Pietro numéro 2. Donc, notre collectionneur à nous, celui qu'on voit sur l'écran, est directeur du mont-de-piété dans les années 1830, 40 et 50 par héritage, si l'on peut dire. Cela, ça montre quand même la proximité entre les campanas et la papauté. Quand vous êtes dans la bonne société romaine au XIXe siècle, c'est difficile de ne pas être lié d'une manière ou d'une autre à la papauté, forcément. Euh, le père de Campana donc, vit autour de 1800, bon, 1761-1815, il vit autour de 1800, il est directeur du Mont-de-Piété dans une période extrêmement troublée. C'est l'époque des guerres en Europe, c'est l'époque où l'Italie est occupée par les armées françaises, les armées napoléoniennes, où Rome est occupée par les armées napoléoniennes. C'est l'époque où le pape Pie VII est convié en France, déporté en France, si l'on veut, pendant des années. Et c'est l'époque où le protecteur de la famille Campana, alors ce sont les papes successifs, mais il y a aussi l'Église des protecteurs plus précis, c'est le cardinal Pacca, par exemple. Le cardinal Pacca, au début du XIXe siècle, est le protecteur du père de Campana, ils sont aussi le protecteur de Campana lui-même. Pacca part également en exil aux côtés de Pie VII en France. Donc, période difficile pour Prospero Campana, qui meurt en 1815. Et donc, nous en arrivons au fils, Gian Pietro Campana. Il naît en 1809. En 1815, à la mort de son père, il est donc un enfant, d'où la protection du cardinal Pacca qui va euh, lui être fort utile pour faire valoir le droit d'héritage depuis Pie VI. À partir de 1829-1830, Campana est le directeur du Mont-de-Piété à Rome. Donc, la promesse de Pie VI a été tenue pour lui. Et la gestion du mont-de-piété par Campana semble être, euh, comment dirais-je, appréciée, puisque Campana reçoit la visite du chef de l'État. Le chef de l'État dans les États de l'Église, c'est le pape. Donc le pape Grégoire XVI, par exemple, vient visiter le mont-de-piété en 1843. Le pape Pie IX, quand il est élu en 1846, vient visiter aussi le mont-de-piété dirigé par Campana. Euh, et tout cela, plus la collection qu'il entame dès 1829-1830, tout cela donne à Campana une certaine notoriété, une certaine réputation, ce qui lui vaut des honneurs qui lui sont conférés éventuellement par la papauté, mais qui lui sont conférés aussi par des gouvernants étrangers. Il est par exemple décoré de la Légion d'honneur en 1843. Il va être fait marquis par le roi des Deux Siciles. Le roi Ferdinand II des Deux Siciles lui accorde le titre de marquis en 1849. Donc c'est le marquis Gian Pietro Campana de ce fait. Donc on voit bien ce qu'est Campana. C'est un des piliers de l'État pontifical, c'est un des piliers de l'administration de l'État pontifical, c'est une notabilité dans la société romaine, évidemment, donc dans la première moitié du XIXe siècle. Et cela est renforcé par son mariage en 1851 avec une jeune femme, une Anglaise, Emily Rowles, qui est la fille d'un homme d'affaires anglais, qui est une autrice, on pourrait dire. Elle publie des livres qui ont un certain succès. Elle publie, par exemple, une étude historique sur les derniers Stuarts au château de Saint-Germain-en-Laye après la glorieuse Révolution anglaise. Donc, des livres qu'on ne lit plus aujourd'hui, mais enfin des livres qui ont eu une certaine diffusion au XIXe siècle. Et après son mariage, donc en 1851, Campana et sa femme vont mener une vie de relations. Ils vont organiser des réceptions dans leur résidence et cela accroît la visibilité sociale du marquis Gian Pietro Campana. Alors, concernant la collection, qui est quand même notre sujet, j'ai dit à plusieurs reprises qu'elle n'est pas présentée en un lieu unique à Rome, ne serait-ce qu'à cause du volume qu'elle occupe. Il y a plusieurs lieux où Campana
organise sa collection. Il y a d'abord, puisqu'il est directeur du Mont-Piété, il y a le Mont-Piété, dont je vais parler. Il y a d'autre part la villa qu'il possède près de la cathédrale Saint-Jean de Latran. C'est une villa de famille, hein, donc qu'on appelle le jardin en 1846, qu'on appellera la villa après 1846. Il y a d'autre part une villa aussi à Frascati. Frascati, c'est dans les Castelli Romani, c'est au sud-est de Rome. Et il y a également, là c'est plutôt dans les années 1850, il y a une résidence, un palais qui est construit Via del Babuino. La Via del Babuino, c'est l'une des trois rues qui convergent vers la Piazza del Popolo. C'est un endroit extrêmement célèbre à Rome, extrêmement réputé aujourd'hui, mais aussi à l'époque. Donc, c'est dans ces quatre lieux principalement que sont conservés les objets de la collection Campana. Et donc, on peut voir ce à quoi ça ressemble. Au Mont-Piété, vous avez par exemple une salle des terres cuites. Si vous vous souvenez de la vitrine de l'exposition du Louvre, on s'était efforcé de reconstituer en fait ce panneau dans l'exposition de Paris. Donc, les terres cuites, c'est-à-dire surtout les plaques Campana. Dans la villa du Latran, voilà la porte monumentale d'entrée dans la villa du Latran. Dans la villa du Latran sont disposées aussi des œuvres. Alors là, ce sera surtout les principales sculptures, les grandes sculptures. Voilà par exemple une peinture qui nous donne une idée de la présentation de la collection Campana. Donc, vous avez des statues dans des niches, des statues sur des socles, et puis toute une mise en scène, en fait, dans une rotonde, dans une galerie qui mène, alors ça ne se voit pas ici parce que la photographie n'est pas de très bonne qualité, mais il y a là, en fait, une perspective, une vue sur un monument romain qui est le Colisée, en fait. Donc un lieu tout à fait spectaculaire, tout à fait prestigieux, dans lequel Campana a réparti sa collection. Euh, la Villa Frascati, donc la voici, on ne la voit plus aujourd'hui, elle a été démolie après la Deuxième Guerre mondiale, mais c'était un des lieux où on entreposait des peintures, par exemple. Et puis voilà le petit palais de la Via del Babuino. Alors aujourd'hui, on ne reconnaît plus du tout les lieux parce que le bâtiment a été rehaussé de plusieurs étages, mais, euh, mais c'était donc la résidence des Campana dans les années 1850. Alors, cette collection Campana donc présente un intérêt par la variété de la collection, comme vous l'avez vu, mais elle présente un intérêt aussi parce que la plus grande partie des objets, pas la totalité, mais la plus grande partie des objets sont des objets archéologiques. Et donc, il faut dire un mot de Campana, archéologue. Campana n'est pas un vulgaire pilleur de tombes qui irait, à la nuit tombée, pratiquer des fouilles sans autorisation afin d'avoir des objets qu'il irait vendre sous le manteau ici ou là. Campana ne vend pas, il achète. Campana réalise des fouilles avec autorisation ou pas. Mais c'est donc que quand même, il est entre deux époques, c'est-à-dire ce n'est plus l'époque simplement des fouilles pirates, qui d'ailleurs existent encore aujourd'hui, mais ce n'est pas encore non plus l'époque des fouilles scientifiques. Toutes les techniques de fouilles stratigraphiques, par exemple, que l'on connaît aujourd'hui, que l'on a mises au point petit à petit aujourd'hui, évidemment, Campana ne les connaît pas, ne les pratique pas. Il travaille dans la première moitié du 19e siècle, hein. Et donc, il y a beaucoup à redire à la manière dont Campana fouille. À la lumière de nos propres critères, c'est certain, mais ça, ce serait faire de l'anachronisme, mais même à la lumière des critères en vigueur au 19e siècle. Dans les États de l'Église, il y a une réglementation concernant les fouilles. C'est d'ailleurs le cardinal Pacca qui a défini cette réglementation en 1809. Donc, il y a trois principes simples. Premier principe, fouiller avec autorisation, donc solliciter une autorisation et pas prendre l'initiative. Autorisation qu'on obtient, bon, il faut expliquer pourquoi on demande une autorisation, mais c'est une sorte de surveillance possible. Deuxième principe, euh, expliquer quand on fouille, expliquer ce qu'on fait, c'est-à-dire faire des rapports régulièrement, une fois par semaine, une fois par mois, faire des rapports régulièrement à l'administration du gouvernement romain pour indiquer ce que l'on fait, où l'on travaille, ce que l'on a trouvé. Ces rapports, donc, sont un impératif, une obligation légale. Et puis, d'autre part, une fois que des objets ont été trouvés, eh bien, la réglementation dans les États de l'Église prévoit qu'il y a partage entre l'État et l'archéologue. L'État qui peut ainsi alimenter la constitution de musées, il y a des musées pontificaux que vous connaissez, bien entendu,
Et puis l'archéologue qui peut soit constituer une collection pour son compte personnel, soit vendre les objets sur le marché. Ainsi, il y a un marché des objets d'art qui est relativement dynamique. Eh bien, on peut considérer que Campana ne respecte pas vraiment cette réglementation. D'abord, il ne sollicite pas d'autorisation quand il fouille sur ses propres terres. Il est possessionné près du Latran, par exemple. Il peut fouiller là. Il n'y a pas besoin d'autorisation pour ça. Euh, il obtient une autorisation lorsqu'il s'agit d'aller fouiller, par exemple, à Ostie. À Ostie, le site d'Ostie, je crois qu'on en a parlé ensemble, le site d'Ostie est fouillé progressivement au 19e siècle, et c'est à l'époque de Campana que les fouilles commencent vraiment. Le plan de Luigi Canina que vous voyez là est dressé après que les fouilles ont été entreprises par Campana. Canina a travaillé avec Campana. Donc on peut considérer que ce plan reflète l'état des fouilles Campana à Ostie en 1837. Il y a donc des fouilles avec autorisation et puis il y a des fouilles plus compliquées. Par exemple, à Cerveteri, Campana va fouiller dans les domaines des princes russes polis. Bon, il a l'autorisation des princes russes polis, pas forcément l'autorisation de l'État pontifical. Et puis, les comptes rendus, les rapports, il les rédige ou il les rédige pas. Et puis, il travaille dans les années 1840, en 1848 par exemple. 1848-49, dans les États de l'Église, c'est une période compliquée, c'est la Révolution. Le pape Pie IX est obligé de fuir Rome en 1848 et 1849. Et donc, Campana continue ses fouilles à ce moment-là. Il n'a pas l'habitude de faire vraiment des rapports à l'administration pontificale et il n'en fait pas du tout en 1848. Et c'est pourtant à ce moment-là, probablement, qu'il découvre le sarcophage des époux, d'après ce que l'on peut croire, d'après ce que l'on peut penser. Un peu avant, il avait fouillé la tombe des sarcophages. C'est dans cette tombe des sarcophages qu'il y a le sarcophage du magistrat, que l'on voit ici. Le magistrat qui a la tête posée sur un livre de lin plié en éventail. Donc il y a un livre étrusque qui est là, mais malheureusement il est en pierre, donc on ne peut pas le lire. On a très peu de documents étrusques, hein. Donc ce sarcophage du magistrat est aujourd'hui présenté au musée grégorien étrusque, ce qui est la preuve que Campana, à un moment donné, a respecté la réglementation, puisque ce sarcophage est dans les musées pontificaux. Mais pour d'autres objets, il n'y a rien de tel. Par exemple, ces célèbres plaques peintes étrusques. C'est pas de la terre cuite moulée, hein, ce sont des plaques peintes. On les appelle plaques Campana parce que c'est Campana qui les a trouvées, mais ce n'est pas la même chose que les plaques Campana dont je parlais tout à l'heure. Ces plaques Campana, on sait qu'elles viennent de Cerveteri, mais on ne sait pas de quelle tombe elles viennent à Cerveteri. Même chose pour le sarcophage des époux, qui est présenté au musée du Louvre aujourd'hui, qui avait été présenté en 2013 au musée du Louvre-Lens. Euh, le sarcophage des époux fait son apparition brutalement dans la collection Campana. On sait qu'il vient de Cerveteri, oui, mais on ne sait pas de quelle tombe. Et on ne sait pas quand Campana l'a trouvé, probablement en 1848. Et donc, l'objet était transporté à Rome au moment où le désordre régnait dans la ville, certainement. Alors, tout cela donne quand même à Campana une notoriété. Cette notoriété, elle repose d'une part sur son statut social. C'est un aristocrate, alors de fraîche date, hein, Marquis Campana, mais c'est quand même un notable de la société romaine. C'est un notable qui est allié à de bonnes familles en Angleterre, par exemple. Il a des liens, des accointances avec des milieux variés à l'échelle de l'Europe. Et puis, la collection qu'il a constituée, c'est une collection qui n'est pas du tout une collection secrète. Campana ne fait pas mystère de ses activités. Il ne respecte pas les règles vraiment qui s'imposeraient à lui en principe, mais enfin, la collection existe. Et au fond, si on prend par exemple cette photographie qui nous montre l'une des réserves du musée Campana, donc Via Margutta, c'est près de la Via del Babuino. Euh, voilà donc la photographie. Voilà une gravure qui est publiée dans la presse dans les années 1850. Donc gravure qui nous montre qu'il est toujours possible d'écrire à Campana pour lui demander l'autorisation de visiter sa collection. Il accorde ou pas cette autorisation. On peut se faire recommander évidemment par tel ou tel. Et on voit bien quel genre de public a accès à la collection Campana. On ne peut pas dire que la collection est ouverte au public, mais elle n'est pas elle est privée, elle appartient à une personne privée, c'est vrai, mais elle n'est pas du tout secrète.
Et donc, il y a de plus en plus de personnes qui ont vu une partie de la collection Campana, une partie, parce qu'on ne peut pas la voir complètement puisqu'elle n'est pas disposée dans un lieu unique. Il y a de plus en plus de personnes dans les années 1840, 1850 qui ont vu la collection Campana, et il y a de plus en plus de personnes qui ont entendu parler de la collection Campana. Tout cela, évidemment, donne à Campana une visibilité, une, euh, une notoriété réelle dans les années 1840 et 1850. Et c'est là qu'il est intéressant d'observer les publications que Campana patronne. Il publie en 1842 l'ouvrage que vous voyez là, donc une sorte de catalogue des terres cuites, plastique, hein, ça veut dire les terres cuites. Un catalogue des terres cuites, une liste des terres cuites à la date de 1842, parce que par la suite, il y en aura d'autres, évidemment. Cette publication est décorée, est ornée d'images en lithographie qui sont coloriées. En 1842, c'est une technique moderne. Et donc, on a une publication je dirais, d'une certaine ampleur, d'une certaine ambition, d'un certain prestige, qui est destiné à faire connaître la collection de terre cuite de Campana. En 1856 euh, est publié un catalogue, une description des marbres antiques du musée Campana. Alors, ce n'est pas Campana qui est à l'initiative de cette publication, mais enfin, il l'a permise, bien sûr. Et cette publication de 1856 est ornée de photographies. En 1856, les photographies, eh bien, c'est les techniques modernes de l'époque. Donc, pourquoi publier ce genre de choses? Évidemment, parce que tout collectionneur aime à savoir comment sa collection est organisée. Il aime à tenir un inventaire de sa collection, bien sûr, mais il ne publie pas l'inventaire de la collection. Ici, les choses sont publiées pour faire connaître la collection, pour assurer la diffusion, la publicité au fond de la collection. Même chose en 1856 avec ce rapport qui est publié en Angleterre, rapport d'une commission d'experts qui a été envoyé par le gouvernement britannique à Rome pour faire l'inventaire, non pas de toute la collection Campana, mais faire l'inventaire de ce que Campana veut bien montrer aux experts du gouvernement britannique. Et donc le rapport est publié, rapport qui conclut au caractère extraordinaire de la collection, et cela encore diffuse l'idée que la collection a beaucoup de valeur, que c'est une collection importante, impressionnante même. Et cela culmine évidemment avec le catalogue que nous avons feuilleté ensemble tout à l'heure. Vous voyez, de 1842 à 1858, il y a ces publications destinées à euh, améliorer la connaissance, à améliorer la célébrité, la notoriété de la collection. On peut se demander si ce n'est pas la preuve que Campana a, dès les années 1840, des difficultés financières, parce qu'on sait qu'il est tenté, qu'il a essayé à plusieurs reprises de vendre une partie de la collection ou toute la collection. Il y a ça des pourparlers qui sont entrepris dans les années 1840, dans les années 1850, avec différents interlocuteurs, des pourparlers pour arriver à un accord sur la question de la vente. Euh, accord qui n'aboutit pas finalement, pour parler qui n'aboutissent pas, puisque Campana ne vend pas sa collection, même s'il a cherché à le faire. Mais la publication des catalogues illustre peut-être cette situation où se trouve Campana, de devoir vendre pour faire face à des difficultés financières, parce qu'il y a des difficultés qui vont occasionner sa chute en 1857. Campana dirige le Mont-de-Piété entre 1831 et 1857, donc pendant un quart de siècle. Il dirige le Mont-de-Piété comme son père avant lui et comme son grand-père avant lui, et il est jeté en prison en 1857. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Et là, il faut dire un mot du Mont-de-Piété. Alors, le Mont-de-Piété, c'est une institution typique du Moyen Âge et du XVIe siècle. Mont-de-Piété, c'est la transposition en français des mots italiens que vous voyez écrits là. Ça veut dire simplement banque charitable, en fait. C'est ça que signifie le mot Mont-de-Piété. Il y a des monts de piété dans plusieurs localités, en Italie et ailleurs. Ici, nous parlons du Mont-de-Piété de Rome, qui est fondé en 1550. Alors, le mont-de-piété, c'est donc une institution de prêt sur gage. Si on voit les choses du point de vue de l'emprunteur, il s'agit d'apporter au mont-de-piété un objet qui va être accepté par le mont-de-piété, et de cet objet, on obtiendra le prêt d'une certaine somme d'argent. À la suite de quoi,
plus tard, on rendra la somme d'argent en question avec un petit intérêt et on récupérera l'objet. Donc prêt sur gage. Petit intérêt parce qu'il s'agit d'une institution charitable. Du point de vue du prêteur, la situation est la suivante. On prête à un emprunteur qui met en gage un objet. Si cet emprunteur ne rembourse pas, ce qui peut arriver, eh bien, l'objet en question, évidemment, il va appartenir au mont-de-piété et celui-ci va le vendre pour pouvoir équilibrer ses comptes. Donc, lorsque le mont-de-piété accepte un objet, il faut l'évaluer de la manière la plus rationnelle, la plus raisonnable possible, parce qu'on sera peut-être amené à le vendre plus tard. Il ne faut pas l'évaluer à un niveau trop élevé, évidemment, pour que la vente ensuite soit possible. C'est le principe même des monts-de-piété qui, naturellement, existe encore. On appelle ça maintenant crédit municipal, mais enfin, ça revient au même. Donc, Campana dirige le mont-de-piété et on lui reproche trois choses. On lui reproche d'abord du laxisme dans la direction du mont-de-piété, non pas depuis 1831, parce que sa gestion était célébrée dans les années 1830 et 1840, mais du laxisme dans les années 1850. Deuxièmement, on lui reproche d'avoir évalué de façon hasardeuse et subjective les objets qui étaient acceptés par le mont-de-piété. C'est-à-dire, il a accepté des objets pour une valeur trop grande et donc, évidemment, le mont-de-piété ne peut pas vendre ensuite facilement les objets en question qui ont été surévalués. Mais cela signifie que les emprunteurs ont reçu des sommes trop élevées par rapport à la valeur de l'objet qui a été déposé. Donc, évaluation subjective et hasardeuse des objets déposés. Et puis on lui reproche, troisièmement, d'avoir détourné le système du mont-de-piété à son propre avantage. Lorsque l'on voyait tout à l'heure la salle du mont-de-piété où il y a les plaques de terre cuite, donc de sa collection, bien, Campana fait valoir que puisque ces objets sont au mont-de-piété, alors il peut obtenir un prêt, puisque les objets sont déjà là, il peut obtenir un prêt, il lui suffit à lui, directeur du mont-de-piété, d'évaluer comme il faut les plaques Campana et d'obtenir le prêt en question. Donc, prêt sur gage à son propre avantage. Il est à la fois jugé parti, si l'on peut dire. Ça, le conflit d'intérêts, comme on dit maintenant. Euh, mais parfois, il a obtenu aussi, il s'est octroyé des prêts sans gage. Après tout, les statues dans sa villa du Latran, bon, elles restent dans la villa du Latran, on peut éventuellement obtenir en contrepartie un prêt, surtout si on est le directeur du mont-de-piété, bien sûr. Donc, voilà ce qu'on lui reproche. Les chefs d'inculpation sont l'abus de pouvoir et le vol qualifié. Et donc, Campana et jeté en prison, il va être jugé. On connaît très bien l'affaire parce que les documents, les pièces ont été publiées par le gouvernement pontifical donc en 1858. Donc l'objet il est même disponible sur, sur Google Books maintenant, on peut le lire facilement. C'est un travail de fond qui a été fait pour incriminer Campana. Alors on peut se dire, mais au fond, les finances de l'Église n'ont jamais été réputées pour être claires et transparentes, hein. On le voit bien là. Et après tout, qu'est-ce que c'est que le mont-de-piété? C'est une sorte de banque. Normalement, il y a une surveillance bancaire, surveillance des banques par les autres banques. Et donc, ça n'empêche pas les faillites. Mais enfin, tout de même, on limite les risques. Clairement, le gouvernement pontifical n'a pas été très vigilant dans la surveillance du mont-de-piété, au moins dans les années 1850. C'est peut-être ce qui pousse l'État pontifical à charger au maximum le marquis Campana, État pontifical qui est dirigé par le pape Pie IX, donc qui est élu en 1846, qui va régner jusqu'en 1878. C'est le recordman de la longévité en matière de pape. Euh, Même Jean-Paul II n'a pas fait aussi bien que Pie IX. Et donc Pie IX, c'est un pape, c'est l'un des papes les plus importants du XIXe siècle, évidemment, par la durée de son pontificat, mais aussi par les difficultés qu'il a rencontrées. Lorsqu'il est élu en 1846, il passe dans toute l'Italie pour être le symbole, pour être un symbole possible du mouvement d'unification de l'Italie. C'est un pape libéral, enfin, qui est extrêmement populaire en 1846. Mais en 1848, la révolution à Rome est dirigée contre lui. Et donc, il va être ensuite un pape, disons, réactionnaire, en somme, contre les mouvements d'unité italienne. D'autre part, sur le plan de l'Église, c'est le pape de l'Immaculée Conception, c'est le pape du syllabus, c'est le pape du Concile Vatican I, c'est le pape qui est chef d'État jusqu'en 1870, mais qui ne l'est plus à partir de 1870. Donc, évidemment, c'est un pontificat difficile que celui de Pie IX. Ici, nous le voyons sous l'angle
de l'affaire Campana, si je peux dire, et cela illustre effectivement certains aspects de cette période à Rome où les États de l'Église se sont considérablement rétrécis, mais existent encore. En 1857-58, le pape Pie IX est chef d'État. Il y a un État de l'Église qui ne va plus durer très longtemps, mais qui existe encore. Donc, Campana est jugé, condamné à 20 ans de prison. Il est condamné aux dépens, c'est-à-dire aux frais de justice, évidemment. Il est donc jeté en prison. Alors, il a un statut, disons, favorable. Enfin, c'est quand même un des piliers de la société romaine, donc il peut recevoir des visites. C'est un statut certainement privilégié, mais enfin, c'est quand même la prison. Au bout de quelques mois, le pape Pie IX accepte de commuer la peine en exil perpétuel. Et donc, Campana part en exil. Et où va-t-il? Bah, il va à Florence. Il ne peut pas rester dans les États de l'Église, mais il peut aller à Florence. Puis à partir du 20 septembre 1870, lorsque le pape Pie IX se replie au Vatican, eh bien Campana vient en exil à Rome, puisque Rome désormais est la capitale du royaume d'Italie. Campana meurt à Rome en 1880. Alors, évidemment, cette histoire de Campana est tout à fait intéressante et c'est un exemple intéressant pour qui s'intéresse aux collectionneurs, aux musées, aux amis des musées, si l'on peut dire. À partir de 1857, la collection de Campana est confisquée par le gouvernement de Rome, le gouvernement pontifical, étant donné la faillite du Mont-de-Piété. Et donc, à partir de 1857, c'est le gouvernement de Rome qui va devoir définir sa position par rapport à la collection. Que faire de cette collection? Faut-il la vendre? Ce qui serait logique dans la philosophie des monts-de-piété. Hein, les gages sont destinés à être vendus si l'emprunteur ne rembourse pas. Faut-il la vendre ou alors faut-il la conserver? Après tout, il y a énormément d'objets de valeur qui pourraient être déposés dans les musées pontificaux. Après tout, le sarcophage du magistrat a été découvert par Campana et figure au musée grégorien étrusque, donc on pourrait très bien imaginer quelque chose comme ça. Mais que devient le gage du Mont-Piété dans ce cas? Alors, on vendra donc, mais on vendra comment? Est-ce que l'on vendra à des particuliers ou vendra-t-on à des institutions, à des musées, par exemple? Vendra-t-on à des gouvernements qui pourraient être intéressés par l'enrichissement d'une collection nationale? Il y a ce genre de questions qu'il faut se poser et à quoi il faut apporter une réponse. Et puis, on vend la collection, mais est-ce qu'on la vend en bloc ou alors est-ce que l'on vend à l'unité? Si on vend à des particuliers, ce sera plus facile de vendre à l'unité que de vendre 300 lampes à huile ou 4000 vases grecs, évidemment. Donc, va-t-on vendre en bloc ou à l'unité? Va-t-on organiser des lots plus ou moins homogènes? Donc, vous voyez, il y a quantité de problèmes à régler en réalité. Et puis, il faudra évaluer et fixer le prix, évidemment. Il y a une méthode qu'on n'emploie pas, en tout cas, c'est la vente aux enchères. Mais il faudra évaluer et fixer le prix, donc tout ça prend du temps. Et finalement, les ventes n'ont lieu qu'en 1861, au printemps 1861. L'affaire est réglée à ce moment-là. Et cette affaire est très complexe. Et donc, pour en faire comprendre la complexité, je vais prendre les trois exemples principaux, puisque les objets de la collection Campana, on en trouve à Rome, on en trouve à Florence, on en trouve à Bruxelles, mais on en trouve surtout à Saint-Pétersbourg, à Londres et à Paris. Donc, je prendrai les trois exemples de la Russie, du Royaume-Uni et de la France. Alors, concernant la Russie, la, la vente est donc conclue en 1861. Il y a une présence russe en Italie, il y a des diplomates russes évidemment en Italie, dans les différents États italiens. Et donc l'État russe est parfaitement au courant des tribulations de Gian Pietro Campana. Il y a des conseillers culturels qui savent tout ça et qui suivent l'affaire. Et ce qui intéresse les Russes dans la collection Campana, ce n'est pas la totalité de la collection. Ce qui les intéresse, ce sont les beaux objets. Et en particulier ce vase, donc une hydrie attique du IVe siècle. C'est un des vases prestigieux de la collection Campana. C'est un vase qu'on voyait qui était moulé. Et puis on a rajouté, après que le moulage ait été fait, on a rajouté ici ces petits personnages en relief qui ont été peints et le vase a été cuit ensuite. Donc un vase célèbre, on l'appelle le roi des vases, un vase célèbre, un vase de grande qualité, un vase de grande valeur aussi. Voilà le genre d'objet qui intéresse les Russes et qu'ils achètent en effet au printemps de 1861.
Alors cet objet, donc encore un mot sur l'objet en question, il y a donc cette société des dieux sur le col du vase. Donc chaque personnage a été moulé à part et donc rapporté sur le vase. Donc, euh, au printemps 1861, les objets ont été choisis par les acquéreurs russes, en accord bien sûr avec le gouvernement pontifical. Ces objets sont mis en caisse, sont chargés sur un navire à Civitavecchia, et le navire part pour Saint-Pétersbourg, où il arrive en juillet 1861. On dispose les objets donc à Saint-Pétersbourg et le 27 novembre 1861, le tsar Alexandre II vient voir la collection Campana, donc présentée désormais en Russie. C'est une sorte d'inauguration, on pourrait dire, qui est réalisée. Et où cette collection est-elle présentée? Bah, évidemment, au musée de l'Ermitage. Le musée de l'Ermitage, c'est un lieu, enfin c'est un musée intéressant. C'est la collection impériale, évidemment. Jusqu'au milieu du 19e siècle, c'est une collection qui est très hétéroclite, qui est une collection de cours. Il y a beaucoup de curiosités dans la collection impériale. Il y a beaucoup de lacunes aussi, donc c'est une collection très hétérogène. Mais avec l'arrivée des centaines d'objets de la collection Campana, des centaines de beaux objets de la collection Campana, eh bien, c'est l'occasion de réorganiser la collection du musée. On peut considérer que le musée de l'Ermitage devient, grâce aux objets de la collection Campana, il devient un musée bien organisé, un musée rationnellement organisé, et bien sûr l'effort va continuer ensuite, mais il devient ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire l'un des plus beaux musées du monde, installé dans des bâtiments prestigieux, comme on le voit, mais l'un des plus beaux musées du monde, certainement. Donc, importance de la collection Campana dans le cas de l'histoire des musées russes, clairement. Alors, dans le cas de l'Angleterre, c'est un petit peu différent. Les Anglais sont sur la piste de la collection Campana depuis les années 1840 parce que il y a des tractations qui sont menées pas très, de façon pas très intensive par Campana dans les années 1840. C'est plus intensif dans les années 1850. Les difficultés financières s'accentuent probablement. Et ces tractations n'aboutissent pas. Dans les années 1850, il y a essentiellement deux raisons. La première raison, c'est la raison budgétaire. Euh, Campana estime que sa collection a beaucoup de valeur, bien sûr, il a raison, et donc il ne veut pas la brader, il veut que le prix soit fixé à un niveau, disons, convenable. Et à Londres, on considère en 1853, 54, 55 que on a d'autres sources de dépenses. Par exemple, c'est la guerre de Crimée jusqu'en 1855. Et donc, eh bien, on a peut-être autre chose à faire avec les ressources dont on dispose que d'acheter de vieux pots italiens. Donc, il y a pas d'accord dans les années 1850. La raison budgétaire est une raison importante. Puis une autre raison aussi, qui est que pourquoi faudrait-il acheter la collection Campana? Si l'on prend le point de vue du British Museum, la collection nationale anglaise, britannique, euh, évidemment, cela permettrait d'enrichir la collection, de compléter peut-être certaines faiblesses ici et là, mais le British Museum ne va pas être transformé complètement par la collection Campana. Ce n'était pas du tout le scénario de Saint-Pétersbourg qui s'appliquerait au British Museum. Celui-ci est déjà bien organisé depuis longtemps, et donc il pourrait s'enrichir, mais pas connaître une mutation totale. Donc voilà. Et puis il y a d'autre part une autre idée qui règne à Londres à partir des années 1850, c'est que au fond, les objets d'art, bien sûr, ils peuvent avoir une valeur patrimoniale, on peut les montrer dans un musée derrière des vitres, oui, mais ils peuvent aussi avoir une autre fonction. Ils peuvent servir de référence, ils peuvent servir d'exemple pour ce qu'on appellerait aujourd'hui le design. Ils peuvent servir d'exemple pour les créateurs, pour les industriels, pour la fabrication d'objets qui pourraient être vendus sur le marché. C'est l'époque où on commence à penser, pas seulement à Londres, mais notamment à Londres, que ce qui est beau peut être utile aussi, ou que ce qui est utile peut être beau aussi. C'est toute cette idéologie du beau et de l'utile, qu'à un moment on appellera art and craft par exemple, que l'on voit se développer au Royaume-Uni, que l'on va voir se développer aussi ailleurs, hein, mais que l'on voit se développer au Royaume-Uni, surtout après la grande exposition de 1851. Cette première exposition universelle qui a été organisée en 1851, qui a été un succès extraordinaire, et qui a laissé
des bénéfices. C'est une exposition bénéficiaire, hein, c'est pas toujours le cas dans les manifestations internationales. Et donc, avec les bénéfices de l'exposition de 1851, qui avait eu lieu à Hyde Park, on a établi un certain nombre de bâtiments. Par exemple, ici, le Royal Albert Hall, qui dérive finalement de cette exposition de 1851. Et puis, on crée aussi un musée qu'on va appeler au départ le musée de South Kensington, un musée qui est justement consacré à cette idée de l'art industriel, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire des objets qui peuvent être une référence pour l'industrie britannique. Ce musée, on l'appellera ensuite musée Victoria et Albert, VNA aujourd'hui. C'est un musée évidemment très différent du British Museum, hein, mais c'est un musée qui est tout à fait capable d'accueillir une partie de la collection Campana pour le propos qu'on peut en avoir. Donc c'est ce qui se fait. Et finalement, donc, quelques objets sont achetés par les Britanniques et trouvent leur place dans ce musée qu'on n'appelle pas encore le V&A, qu'on appelle aujourd'hui le V&A, notamment cette œuvre de Donatello, là, c'est un des fleurons de la collection Campana, donc l'Ascension avec le Christ donnant les clés à Saint-Pierre. Ce qui est remarquable, c'est que c'est une sculpture en très bas relief, hein, il y a des termes précis pour désigner ça, sculpture en très bas relief qui est réalisée sur ce panneau, et c'est évidemment le genre de choses qui pourrait inspirer des designers ou des industriels britanniques à la fin du 19e siècle. Donc, le Donatello, l'un des chefs-d'œuvre de la collection Campana, trouve sa place à Londres. Il y a d'autres objets, naturellement, mais il y a par exemple celui-ci. Un autre Donatello, une statue en terre cuite représentant Sainte-Cécile, qui intrigue beaucoup. On est d'avis que c'est un Donatello, et puis on regarde de plus près. Et puis, au XXe siècle, on nettoie, on examine, et on arrive à la conclusion que, premièrement, la tête ne correspond pas avec le corps. Deuxièmement, on ne reconnaît absolument pas le style de Donatello. Troisièmement, finalement, ce n'est pas un Donatello, ce n'est même pas une statue ancienne, c'est une statue du 19e siècle. Alors, mettons du début du 19e siècle, mais ce n'est pas du tout une statue ancienne. Donc, il y a aujourd'hui un consensus pour désattribuer l'objet par rapport à ce qui était dit au 19e siècle. La seule question qui reste un petit peu obscure aujourd'hui, c'est de savoir ce que Campana pensait de cet objet-là, qu'il a fait figurer dans sa collection. Est-ce qu'il donc il l'a considéré comme un Donatello, mais est-ce qu'il était absolument certain que c'était un Donatello? Campana a fait des erreurs d'attribution, ce qui peut se comprendre très bien, hein, mais s'agit-il là d'une erreur ou s'agit-il d'autre chose? Il ne l'a pas dit clairement. Alors nous en arrivons maintenant à la vente française. Et c'est encore un cas de figure tout à fait différent que la vente française. Hem, il faut distinguer, en fait, l'acquisition de la collection et puis ensuite ce que l'on fait de la collection une fois qu'elle est arrivée en France. Alors concernant l'acquisition de la collection, il y a un personnage qui joue un rôle absolument majeur dans l'acquisition de la collection. Ce personnage, c'est l'empereur Napoléon III. Napoléon III, qui est donc, chef de l'État, hein, sous le Second Empire, c'est un personnage, très très intéressant, qui a des idées précises sur un certain nombre de sujets. C'est quelqu'un qui, par exemple, qui s'intéresse à l'archéologie, comme nous disons aujourd'hui. C'est quelqu'un, par exemple, qui patronne les fouilles d'Alésia. C'est quelqu'un qui écrit ou qui fait écrire un livre sur Jules César. C'est quelqu'un qui achète des terrains à Rome pour y organiser des fouilles archéologiques, sur le Palatin, par exemple. Et, euh, et donc, pour lui, la collection Campana est intéressante en tant que telle. Elle est intéressante par principe. Par ailleurs, euh, Napoléon III est très sensible aussi aux idées qui se développent, qui évoluent autour de lui, concernant par exemple les objets d'art et concernant ce qu'on appellerait aujourd'hui le patrimoine. Il sait que le musée du Louvre, eh bien, est un musée général, c'est un musée qui comporte évidemment des collections tout à fait remarquables, et qu'au Louvre, on est intéressé par la collection Campana qui pourrait venir enrichir tel ou tel aspect de la collection du Louvre. Napoléon III sait ça. Mais il sait aussi que les arts industriels, comme on dit au XIXe siècle, c'est-à-dire les objets d'art référence pour l'industrie, ces arts industriels sont aussi
une nécessité. Après tout, il y a eu des expositions dans ce sens-là dès l'époque de Napoléon Ier, en fait, hein, à l'époque du blocus continental. Donc Napoléon III, c'est cela aussi. Et la collection Campana pourrait éventuellement avoir cet aspect, cette fonction, cette signification. Et puis, il faut passer à l'acte. Et passer à l'acte, ça veut dire trouver de l'argent. Dans les années 1850, eh bien, c'est la guerre de Crimée pour les Anglais comme pour les Français. Pour une fois, ils sont alliés contre, contre la Russie. Et, euh, et donc, bon, il n'y a pas d'argent pour acheter la collection Campana dans les années 1850. Mais à la fin des années 1850 et au début des années 1860, la situation est différente. Et Napoléon III va se décider. Ce qui est déterminant pour la prise de décision, c'est pas simplement le fait de damer leurs pions aux Anglais. Ça pourrait être une solution, c'est vrai, mais c'est surtout la décision russe. Les Russes achètent, ils achètent quelques beaux objets. Donc, il faut aller vite pour acheter le reste. La France a donc acheté plus de 80% de la collection Campana. Et, euh, c'est-à-dire pas toute la collection, donc pas ce qui a été acheté par les Anglais et par les Russes. Et aussi, certains objets ont été un peu négligés. Je rappelle que personne n'a de vue générale de la collection, hein. La collection de monnaie, par exemple, eh bien, finit par être donnée par le gouvernement de Rome à la ville de Rome, et on la voit maintenant au musée du Capitole. Et puis, il y a quelques objets, quelques vases qu'on n'avait pas répertoriés, on avait oubliés. Et ce sont ces vases-là qui finissent par être achetés par Florence et par Bruxelles. Donc, la collection Campana est achetée par les Français. La décision est prise et validée en mai 1861. Les objets sont répertoriés, mis en caisse, chargés sur un navire, un Civitavecchia, le navire qui arrive à Marseille. Les caisses, 860 caisses, sont chargées sur un train qui part pour Paris. Et l'ensemble arrive à Paris, donc à l'automne de 1861. Et se pose donc la question de savoir ce qu'on va faire maintenant. Et là, il faut faire intervenir deux personnes euh, intéressante, outre Napoléon III, il faut faire intervenir donc des personnes qui évoluent autour de l'empereur. Il y a d'abord Hortense Cornu. Hortense Cornu, c'est son nom de femme mariée, son nom c'est Hortense Lacroix, épouse de Sébastien Cornu, le peintre. Hortense Cornu, c'est un personnage qui est un peu oublié aujourd'hui, mais qui joue un rôle très important sous le Second Empire. Hortense Cornu est une amie d'enfance de Napoléon III. Elle est la fille de la femme de chambre de la reine Hortense, c'est-à-dire la mère de Napoléon III. Napoléon III est le fils de la reine Hortense, elle-même fille de l'impératrice Joséphine, et Napoléon III est le fils du roi Louis, un frère de Napoléon Ier. Donc, Hortense Lacroix épouse Cornu, et dans son enfance, une amie d'enfance de Napoléon III, les deux enfants ont le même âge, ils vont être élevés ensemble, à peu près de la même façon. Donc, amie d'enfance. Et Hortense Cornu a des idées précises, une femme intelligente et cultivée, euh, elle a des idées précises sur ce qu'il convient de faire de la collection Campana, les arts industriels, voilà ce qu'il convient de faire. C'est-à-dire surtout ne pas morceler la collection et la présenter en bloc, la présenter dans son ensemble, de manière à ce que chacun puisse la voir, l'admirer et de manière à ce qu'il y ait des retombées, si l'on peut dire, dans l'industrie. Elle est partisan, ou partisane, je sais pas comment il faut le dire, des arts industriels, clairement. Napoléon III est sensible à cet aspect-là, et avec son ami Hortense Cornu, il en est d'autant plus convaincu, si l'on peut dire. Mais il y a la princesse Mathilde. Alors, la princesse Mathilde, c'est la cousine de Napoléon III, sa cousine germaine. Lui est le fils de Louis, frère de Napoléon Ier. Elle est la fille de Jérôme, frère de Napoléon Ier. Donc, vraiment, cousine germaine. Et la princesse Mathilde est l'un des piliers, le pilier de la société parisienne du Second Empire. C'est une personne qui a des idées très précises, très arrêtées, et en particulier sur les objets d'art, elle est très consciente de la nécessité d'améliorer la collection du musée du Louvre. Et que donc, il faut pour cela acheter la collection Campana et la fondre dans la collection du musée du Louvre. Elle est donc d'avis qu'il faut dissocier la collection Campana et Hortense Cornu est d'avis qu'il ne faut pas la dissocier. Dans un premier temps, c'est Hortense Cornu qui gagne, si j'ose dire. C'est-à-dire, dans un premier temps, c'est l'idée des arts industriels qui l'emporte et donc, la collection Campana, au printemps et à l'été de 1862, est présentée en bloc à Paris, dans un bâtiment qui n'existe plus aujourd'hui, qui est le Palais de l'Industrie. Vous voyez là le pavillon d'entrée du Palais de l'Industrie.
C'est un bâtiment qui a été construit pour l'exposition universelle de 1855. C'est un bâtiment qui a été utilisé après l'exposition universelle comme lieu d'exposition. Enfin, c'est vraiment un bâtiment tout à fait important dans la France de la deuxième moitié du 19e siècle. Il est installé sur les Champs-Élysées. C'est un bâtiment très vaste, qui est plus vaste que le Grand Palais d'aujourd'hui. Pas beaucoup plus vaste, mais plus vaste que le Grand Palais d'aujourd'hui. Il est constitué, comme vous voyez, par une nef centrale, une nef en fer et en verre, encadrée de galeries dans un bâtiment de 2 étages qui fait le tour donc, de la nef centrale. Et là, vous avez le pavillon d'entrée qu'on voyait sur la photographie précédente. Donc un bâtiment tout à fait considérable qui est situé là où il y a maintenant le Grand Palais et le Petit Palais. Le Palais de l'Industrie a été démoli à la fin du 19e siècle et le Grand Palais et le Petit Palais ont été construits pour l'exposition universelle de 1900. Si on veut les localiser, on les localiserait ici. On a créé une voie et un pont nouveau en 1900. Donc, le Petit Palais se trouve là, le Grand Palais se trouve ici. Ce qui reste de l'installation, c'est le panorama qui était installé là et que nous appelons aujourd'hui le théâtre du Rond-Point. Donc, le Palais de l'Industrie, un bâtiment gigantesque qui accueille le musée Napoléon III, qui accueille la collection Campana présentée en bloc, pas dans la nef centrale, mais dans les galeries qui sont installées autour de la nef centrale. Voilà par exemple un plan qui nous montre, donc vous avez la nef centrale ici, et un plan qui nous montre les galeries dans lesquelles sont disposés les objets de la collection Campana. Ce qui revient à dire que à Paris, en 1862, on voit la collection Campana en bloc, ce que l'on n'avait jamais pu faire à Rome, étant donné qu'elle était répartie dans plusieurs lieux différents. Alors c'est un grand succès. Voilà, par exemple, le grand salon du musée Napoléon III, un grand succès. Donc, à partir du printemps 1862 et pendant l'été 1862, il y a des reportages dans la presse. Alors, des reportages qui ne sont pas des reportages photographiques, parce qu'on ne peut pas imprimer les photos à l'époque, pas encore, mais des reportages, donc par exemple dans Le Monde Illustré, qui est l'hebdomadaire le plus connu, le plus important à l'époque, qui montre, bah, c'est lui qui montrait le grand salon du musée Napoléon III, la gravure qu'on vient de voir. Et puis vous avez une autre publication intéressante aussi qui s'appelle le Journal amusant. Alors le Journal amusant, c'est un petit peu la parodie, la caricature à propos des événements, à propos des personnes. Et il y a donc un reportage du Journal amusant sur le musée Campana, sur le musée Napoléon III, je veux dire, sur la collection Campana. Et avec cette vignette, par exemple, on voit que le dessinateur a très bien compris l'une des caractéristiques de la collection Campana, ce sont les séries, 4000 vases grecs, hein. Et donc, c'est ce qu'il montre là, de façon parodique, bien sûr, mais c'est ce qu'il montre dans ce dessin qui est tout à fait bien vu pour comprendre ce qu'est le musée Napoléon III. Donc, il ouvre au printemps 1862, c'est un grand succès, et il ferme le 31 octobre 1862. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a un changement d'idéologie, si l'on peut dire. L'idéologie des arts industriels est remplacée par l'idéologie du musée du Louvre, ou bien Hortense Cornu est remplacée, si j'ose dire, par la princesse Mathilde, de façon de voir les choses. Et donc la collection Campana, qui était présentée sur les Champs-Élysées, va être transportée au musée du Louvre, pas très loin, hein. Elle va être transportée là. Dans un premier temps, on la montre dans les galeries. C'est ce que nous montre ce tableau de Charles Giraud. J'avais utilisé un détail de ce tableau tout à l'heure pour l'introduction. Et donc, on voit là les grandes vitrines qui présentent les terres cuites dans ce que le peintre appelle la galerie Campana. Mais l'expression de galerie Campana va être conservée ultérieurement lorsque l'on aura réparti les objets de la collection Campana dans les différents départements du musée du Louvre. Il y a des terres cuites antiques. Donc, vous avez des majoliques du XVIe siècle, vous avez des peintures du XVIIe. Donc, tout cela va être rangé dans les différents départements du musée du Louvre. Mais on va conserver le nom de Galerie Campana pour désigner une enfilade de salles dans le bâtiment de la cour carrée donnant vers le fleuve, vers la Seine. Ce sont ces salles, donc il y en a 4 ou 5 en enfilade, dans lesquelles on présente aujourd'hui, ce que vous voyez là, c'est la présentation actuelle, on y présente aujourd'hui donc la collection de vases grecs du Louvre, qui est l'une des plus riches du monde, hein. Et on peut considérer que sur tous les vases grecs que l'on voit, beaucoup plus de la moitié, en fait, viennent de la collection Campana, clairement. Donc, c'est un fait que la collection Campana a enrichi la collection du Louvre, ça c'est tout à fait clair.
Et d'ailleurs, le nom de Campana donc, a été maintenu à juste titre. Sauf qu'il y a quand même vraiment beaucoup d'objets, hein. 12 000 objets. Alors 15 000 pour la collection Campana, 12 000 pour ce que les Français ont acheté, 12 000 que l'on va présenter au Louvre. Oui, mais pas tous quand même. Le Louvre aujourd'hui présente en permanence 1200 objets de la collection Campana. Que faire des autres? Que faire des autres? Donc en 1863, on prend la décision de répartir la moitié de ces objets de la collection Campana dans les musées, on dirait aujourd'hui en région, dans les musées de province. Et donc, la carte vous montre la dispersion de la collection Campana, alors pas les œuvres phares qui restent à Paris, mais la dispersion de la collection Campana dans les différents musées de province. Les musées sont classés par catégorie, on voit jusqu'à la troisième catégorie. Et donc, alors, dans certains cas, on envoie des vases antiques, ou bien des vases et des peintures, ou seulement des peintures. Enfin, tout cela répond à une logique qui est très cohérente, sûrement en 1863, mais qui l'est sans doute un peu moins aujourd'hui. Et donc, voilà, les musées de province reçoivent un envoi Campana. Alors, au musée de Saint-Omer, il y a un envoi Campana que l'on peut montrer. Voilà, par exemple, un vase, un kados qui vient de Cerveteri. Bon, c'est pas une grande œuvre, hein. Ce n'est pas une grande œuvre, évidemment. C'est un objet antique, c'est sûr. C'est un objet respectable, c'est sûr aussi, mais enfin, c'est un objet qu'on ne montre pas au musée Sandelin en temps normal. Les envois Campana, bien souvent, dorment dans les réserves, sauf exception, bien sûr, mais les envois Campana dorment dans les réserves. La collection a été dispersée, et puis voilà. Et donc tout cela amène à réfléchir quand même. Et on réfléchit en France lentement, puisque la réflexion aboutit en fait dans les années 50 du XXe siècle, euh, pas à propos des vases, mais à propos des peintures italiennes du XVe et du XVIe siècle, ce que Campana appelait les primitifs italiens. Ces primitifs italiens ont été dispersés comme les vases antiques. Et donc, dans les années 50, on arrive à une approche un peu différente, et on se dit que c'est une erreur d'avoir, en somme, disperser ces vases, ces peintures, je veux dire, c'est une erreur de les avoir réparties donc, dans les différents musées régionaux. Il serait préférable de rassembler les peintures italiennes du XVe et du XVIe siècle, de les rassembler, de les récupérer, de les reprendre donc, là où elles sont, de manière à pouvoir les présenter en bloc, en somme, hein, dans le, dans un lieu précis. Alors donc on les récupère, mais on les échange en fait, hein. Alors par exemple, à Besançon, il y a des peintures de Gustave Courbet, donc on échange les peintures Campana contre des peintures de Gustave Courbet. On procède ainsi par échange. Si bien que l'on réunit dans les années 50 et 60 plusieurs centaines de tableaux qui ont appartenu à la collection Campana, plusieurs centaines de tableaux italiens du XVe et du XVIe siècle, et que l'on va les présenter dans un musée qui est créé spécialement, qui est le musée du Petit Palais à Avignon. À Avignon, vous avez le Palais des Papes, et puis vous avez le Petit Palais, qui était la résidence des évêques, et c'est là qu'est installée en 1976 la plus belle collection qu'il y a en France de peintures italiennes du XVe et du XVIe siècle, et ces tableaux sont essentiellement des tableaux provenant de la collection Campana. Donc là, la collection Campana est encore, je dirais, vivante au XXe siècle. Il y a donc eu toute une réflexion sur le patrimoine et sur la disposition des objets à l'intérieur du territoire français jusqu'au XXe siècle. On a une vue donc des galeries du musée d'Avignon, justement célèbre évidemment. Alors pour terminer, je voudrais aborder et renforcer la réflexion sur les aspects géopolitiques, sur les aspects donc internationaux, en définissant ce que l'on peut appeler le rêve d'Italie. Le rêve d'Italie, c'était le sous-titre de l'exposition de Paris en 2018. Et pour faire comprendre l'originalité du regard de Campana sur les objets de sa collection, je vais procéder à une comparaison. Une comparaison avec quelque chose de différent, évidemment, une comparaison qui me paraît être opportune. Je vais comparer avec la collection Czartoryski.
Alors, la collection Czartoryski n'est peut-être pas aussi connue que la collection Campana, mais elle est intéressante. Czartoryski, c'est le nom d'une famille princière polonaise. Il y a des princes Czartoryski depuis le Moyen Âge, il y en a encore aujourd'hui. Et la Pologne, évidemment, vous savez, c'est un pays qui a connu des tribulations au XVIIIe, au XIXe, au XXe, peut-être au XXIe siècle. Ce que vous voyez sur la carte, c'est une ligne rouge qui montre l'extension maximum du territoire polonais, du territoire de l'État polonais au XVIe siècle et au début du XVIIe siècle. Et la ligne noire montre les limites de la Pologne d'aujourd'hui, depuis 1945. Vous voyez les déplacements extraordinaires hein, des frontières, les bouleversements de l'Europe centrale et orientale au XVIIIe, au XIXe, au XXe siècle. Donc, dans le cas de la Pologne, il y a les partages de la Pologne à la fin du XVIIIe siècle. En 1772, puis en 1793, puis en 1795, les voisins de la Pologne, c'est-à-dire la Russie, l'Autriche et la Prusse, qui sera l'Allemagne par la suite, les voisins de la Pologne s'entendent pour se partager le territoire polonais en trois étapes. Si bien qu'en 1795, il y a peut-être encore des Polonais, mais il n'y a plus d'État polonais. Et donc, les Czartoryski voient cela. Les Czartoryski constatent évidemment la disparition de l'État polonais. Ils ne peuvent pas l'empêcher, mais ils entreprennent de réagir contre la disparition de l'État polonais et ils entreprennent de réagir notamment dans leur résidence de Pułowy. On ne parle pas le polonais, mais je crois qu'on prononce comme ça, Pułowy, c'est-à-dire une résidence princière sur les bords de la Vistule où ils ont donc un palais. Et dans ce palais, ils accueillent, après 1795, ils accueillent donc l'élite de la société polonaise, l'élite de l'intelligentsia polonaise, euh, euh, orpheline, puisque l'État n'existe plus. Et donc, on vient à Puławy pour parler en polonais, entre polonais, de questions polonaises, de l'histoire de la Pologne, de la littérature polonaise. Enfin, c'est pas exactement un foyer politique, mais c'est certainement un foyer culturel, d'où le nom qu'on lui donne à l'époque d'Athènes polonaise. Et la famille va aussi, en dehors de la constitution de ce cercle intellectuel, la famille va aussi constituer, et ce sera l'action de la princesse Isabelle Czartoryska, elle va constituer un ensemble d'objets, elle va rassembler un ensemble d'objets évoquant la Pologne disparue. Elle va constituer une sorte de reliquaire de la Pologne disparue. Et la princesse Isabelle Czartoryska met dans un coffre royal, c'est ce que signifie l'expression en polonais, vous pouvez dire. Dans un coffre, elle met donc des objets qui rappellent la Pologne d'autrefois. On va y mettre, par exemple, la montre de Stanislas Leszczyński. Stanislas Leszczyński était roi de Pologne au début du XVIIIe siècle et il a été le beau-père du roi de France Louis XV. On va y mettre la tabatière de Stanislas Auguste Poniatowski, qui était le dernier roi de Pologne en 1795. On va y mettre la croix pectorale d'Anne Jagellon. Anne Jagellon, au XVIe siècle, était reine de Pologne et grande-duchesse de Lituanie. On va y mettre l'épée de Jean III Sobieski. Jean III Sobieski était, au XVIIe siècle, roi de Pologne. C'est lui qui a libéré Vienne, assiégée par les Turcs. Donc, il y a des objets qui sont rassemblés. Alors, dans le cas de l'épée de Jean Sobieski, il a fallu ouvrir le tombeau de Jean Sobieski à Cracovie, hein, c'est toute une affaire. Et ces objets sont rassemblés dans le coffre royal de la princesse Isabelle Czartoryska, lequel est disposé dans le parc du château de Puławy, dans une sorte de temple, une sorte de mausolée de la Pologne d'autrefois. Le reliquaire de la Pologne disparue, c'est très, très impressionnant, c'est très original aussi. Mais là ne s'arrête pas l'histoire de Czartoryski. À la génération suivante, donc au XIXe siècle, la situation se complique pour les Czartoryski. Puławy se trouve dans la zone russe et il y a une insurrection en 1830. Donc, les Czartoryski sont obligés de quitter Puławy, de se réfugier loin de la zone russe. Ils s'installent à Cracovie. Ils ont apporté le coffre royal à Cracovie, qu'ils vont laisser à Cracovie. Ils ont une résidence à Cracovie. Mais ensuite, ils vont partir en émigration à Paris. Ils achètent l'hôtel Lambert dans l'île Saint-Louis. Et dans les années 1820, 1830, 1840, il y a à Paris une petite Pologne, une grande Pologne même, dans l'île Saint-Louis, un petit peu une sorte
de duplicata du pouaoui, de l'Athènes polonaise, c'est-à-dire que tout ce qui est polonais à Paris, tout ce qui est sympathisant de la Pologne à Paris, tout ce qui s'intéresse à la Pologne à Paris, viennent chez le prince Czartoryski. Il y a des réceptions périodiquement, on organise des bals, des concerts. Frédéric Chopin fait entendre quelques-unes de ses polonaises à cette occasion. Et puis, on constitue une bibliothèque qui existe encore. On constitue ce qu'on en appellera par la suite un institut culturel qui existe encore, donc dans l'île Saint-Louis. Et les princes Czartoryski vont euh, renforcer le reliquaire de la Pologne. Ils vont l'accompagner par la constitution d'une collection d'œuvres d'art que l'on achète sur le marché, notamment un tableau de Léonard de Vinci, qui est donc le fleuron de la collection d'œuvres d'art. Et l'idée est que la Pologne a sans doute existé dans le passé, mais enfin, la Pologne pourrait peut-être exister dans l'avenir. Elle aura besoin d'une illustration, elle aura besoin de, d'un rayonnement culturel, de l'art polonais, de l'art international. Bref, les princes Czartoryski constituent une collection d'œuvres d'art qu'ils, avec une intention nationale, collection d'œuvres d'art qu'ils constituent dans l'espoir, dans l'espérance même, d'une résurrection de la Pologne ultérieurement. Et comme vous savez, c'est ce qui se produit au XXe siècle avec des péripéties. Mais finalement, en 2016, le prince Czartoryski d'aujourd'hui décide de donner ses tableaux, ses œuvres d'art, et notamment le tableau de Léonard de Vinci, il décide de le donner à l'État polonais. Et il explique en 2016 pourquoi il le fait. Et il explique ceci. D'un côté, évidemment, il a un avantage personnel. La collection d'œuvres d'art, il faut l'assurer. Imaginez le prix des primes d'assurance pour un tableau de Léonard de Vinci, hein. Donc, il faut l'assurer. Si on la donne à l'État polonais, ben, voilà, on économisera de ce fait. Mais, dit-il, ce n'est pas ça la raison. La raison, ce n'est pas celle-là. La raison, c'est que en donnant la collection euh, ancestrale à l'État polonais, eh bien, il a le sentiment d'être fidèle aux intentions de ses ancêtres. Et donc, désormais, la Dame à l'Hermine fait partie de la collection nationale polonaise, alors que jusqu'en 2016, elle était euh, une, un élément de la collection privée des princes Czartoryski. Alors, par comparaison, on peut raisonner sur Campana, sur la collection Campana. Il y a clairement dans l'esprit de Campana une intention nationale. On ne va pas seulement collectionner les lampes à huile, on va aussi collectionner les peintures italiennes du XVe siècle ou du XVIIe siècle. On va s'efforcer de montrer un éventail aussi complet que possible de l'art italien. Et on peut considérer qu'il y a là une réponse de Campana à Metternich. Metternich, vous savez, cet homme d'État autrichien qui, au début du XIXe siècle, disait l'Italie, ce n'est rien, ce n'est rien d'autre qu'une expression géographique. Eh bien, Campana, c'est l'anti-Metternich, c'est-à-dire qu'il faut montrer avec la collection que l'Italie existe. Elle existe depuis les Étrusques, elle existe jusqu'au XIXe siècle et sans doute au-delà. Elle n'est pas encore une entité politique, mais elle deviendra, et cela se voit dans les œuvres. L'Italie existe, il faut s'en rendre compte, c'est l'Italie des Alpes à la Méditerranée, comme disait Dante, et donc il y a clairement dans le projet de Campana une intention nationale, une intention, mais pas grand-chose de plus. Parce qu'il faut regarder les dates. Donc, les dates, j'en ai repris quelques-unes. Il y a les tractations pour la vente de la collection, surtout dans les années 1850, qui n'aboutissent pas. Campana est arrêté, jugé, condamné. Et puis finalement, en 1861, il y a la vente russe, la vente anglaise, la vente française. Mais le 17 mars 1861, il y a la proclamation du Royaume d'Italie. L'unité en 1860, la Deuxième Guerre d'indépendance, et puis la proclamation du Royaume d'Italie 1861, et puis finalement Rome intégrée dans le Royaume d'Italie 1870 et devenant capitale du Royaume d'Italie quelque temps après. Euh, Lorsque Campana cherche à vendre sa collection, il s'adresse au gouvernement de Saint-Pétersbourg, il s'adresse au gouvernement de Londres, il s'adresse au gouvernement de Paris, il ne s'adresse pas au gouvernement de Turin, c'est-à-dire le royaume de Sardaigne, de Piémont, comme on dit en France, c'est-à-dire Victor Emmanuel II, c'est-à-dire Cavour, ceux qui sont en train de réaliser l'unité italienne, ce sont des interlocuteurs auxquels il ne parle pas. Ça, c'est très intéressant quand on cherche à évaluer la cohérence du projet national de Campana. Il faut dire que Campana est un citoyen des États de l'Église.
que le roi qui règne à Turin, c'est l'adversaire en fait du pape Pie IX, c'est même l'ennemi du pape Pie IX. Et donc, naturellement, il n'y a pas chez Campana de négociation avec le gouvernement sarde, le gouvernement du royaume de Sardaigne à Turin. Il n'y a pas non plus, évidemment, de négociation entre le gouvernement romain pontifical d'un côté et le gouvernement sarde de l'autre. La collection Campana aurait pu être une collection nationale italienne si le phénomène ne s'était pas produit en même temps que le processus d'unification italienne. Ça, c'était une constatation, évidemment, tout à fait claire. Donc, la collection Campana est dispersée, elle part pour l'étranger en 1861 aux grandes dames d'un certain nombre d'Italiens et qui vont, après la fin de l'unité italienne, qui vont s'efforcer de, non pas de la récupérer, c'est pas possible évidemment, mais qui vont s'efforcer de faire naître quelque chose. Et il y a deux éléments qu'on peut souligner. C'est d'une part la constitution par la famille Castellani d'une autre collection, une collection étrusque, des poteries étrusques, des bronzes étrusques, des bijoux étrusques, cette collection Castellani qui finit par être donnée à l'État italien et qui est le noyau aujourd'hui, l'un des noyaux, parce qu'il y en a plusieurs, mais l'un des noyaux de la collection du Musée national étrusque à Rome, musée qu'on appelle le musée de la Villa Giulia. Donc clairement, la collection Castellani et le musée de la Villa Giulia sont la réponse à la dispersion de la collection Campana, clairement. Et puis, il y a d'autre part le musée national romain, qui est constitué en 1889. Alors au départ, Villa Giulia et Musée national romain, c'est très lié, bon, maintenant c'est tout à fait autonome, mais ce musée national romain est installé dans les thermes de Dioclétien. Là, c'est une maquette que je vous montre là. Les thermes de Dioclétien en ruine, enfin, il reste des ruines colossales évidemment. Le cloître médiéval qui a été constitué. Donc, c'est tout cet ensemble qui est organisé en musée en 1889. Et puis, même si le lieu est très vaste, il est quand même insuffisamment vaste. Donc, on va ajouter des bâtiments supplémentaires au XXe siècle, notamment le bâtiment qui est là, qui est le Palazzo Massimo. Palazzo Massimo, qui abrite le fleuron de la collection archéologique nationale italienne. Alors, dira-t-on, eh bien voilà, le musée national romain, dans ses différentes structures, c'est-à-dire les thermes du Dioclétien, le Palazzo Massimo et puis les structures annexes du Palazzo Altemps ou de la crypte Balbi, le musée national romain aurait dû être le dépositaire de la collection Campana a priori. Or, non, le musée national romain, c'est un musée archéologique. La collection Campana, ce n'est pas une collection archéologique, c'est une collection universelle. Donc, elle n'a pas sa place. Elle n'aurait pas pu avoir sa place au musée national romain si le sort en avait décidé autrement. Alors, pourrais vous proposer une conclusion. La conclusion, ça pourrait être, c'était une belle collection, c'était un sujet intéressant, c'était une belle exposition, etc. Bon, tout ça est vrai, bien sûr, mais il y a autre chose que l'on peut dire. Lorsque l'on prépare une exposition comme l'exposition de Paris en 2018, il y a un gros travail qui a été réalisé. Si vous en avez l'occasion, jetez un œil au catalogue, il est extrêmement épais, il pèse extrêmement lourd. Donc un très gros travail a été réalisé pour identifier les différents objets, faire le catalogue qui avait été fait, mais insuffisamment au XIXe siècle. Et généralement, quand on prépare une exposition, on en profite pour examiner de près les objets, éventuellement pour les restaurer, pour les étudier. Et c'est ce qui a été fait pour un objet qui figurait dans la classe 12, un doigt en bronze. Un doigt, c'est-à-dire les deux dernières phalanges d'un index en bronze. L'objet mesure 38 cm de long. Donc imaginez, les deux dernières phalanges de l'index de 38 cm, ça vous donne une statue colossale, en bronze. On a examiné l'objet, on a découvert qu'il s'agissait d'un index, ça c'était pas très difficile, mais on a surtout analysé le métal. Le bronze, c'est un alliage de cuivre et d'étain, mais les proportions de cuivre et d'étain peuvent varier, et il y a bronze et bronze au fond. Donc en analysant le métal, on a pu comprendre comment la statue avait été fabriquée, oui, mais on a pu aussi constater que le métal composant le doigt, eh bien c'était le même en fait que le métal composant la main de la statue colossale de Constantin qui est présentée au musée du Capitole à Rome. Cette statue, on sait très bien d'où elle vient de la basilique de Maxence. C'était une statue en bronze et en bois ou en pierre, ou enfin autre chose. Les chairs étaient en bronze et les vêtements étaient dans un autre matériau, c'est pas conservé celui-là.
Et donc, le métal est le même. Par conséquent, il n'a pas été très compliqué de se dire que cet index gauche, il lui manquait les deux dernières phalanges, que probablement on pouvait rapprocher, on pouvait réunifier la main. C'est ce qui s'est fait, en effet. Et donc, voilà, la statue a été, non pas complétée complètement, mais parce qu'il manque la dernière phalange du majeur. Non, on n'a pas ça. Mais on a rapproché la main et le doigt à Rome. Le Louvre a mis en dépôt à Rome le doigt dont il disposait. Ça, c'est la conséquence finalement de l'exposition de 2018. Vous savez que pour des raisons juridiques, il y a un principe d'inaliénabilité des collections nationales. Donc, le doigt en question, on ne peut pas le donner au musée du Capitole. Il faudrait pour ça voter une loi spéciale au Parlement. Ça semblait un petit peu compliqué, et donc on a préféré utiliser la technique du dépôt. Le Louvre met en dépôt pour 5 ans, renouvelable, le doigt à Rome, et donc en 2020. Et en 2025, on verra s'il y a une bonne raison qui justifie le rapatriement du doigt à Paris. Je ne vois pas trop quelle bonne raison on pourrait invoquer. Donc il y a des chances que le doigt reste à Rome un certain temps. Et voilà donc la conclusion à laquelle on pouvait arriver, c'est que la collection Campana, c'est un événement culturel du 19e siècle, mais c'est un événement culturel qui a eu des prolongements au 20e siècle, le musée d'Avignon, et qui a même des prolongements au 21e siècle avec le doigt de Constantin. Il reste du travail. On sait qu'il y a des dessins de la main de Constantin qui datent de 1465. En 1465, la main est complète. Puis il y en a d'autres qui datent de 1530 et il manque le doigt. Donc le doigt a disparu entre 1465 et 1530. Quand, comment, pourquoi, on ne sait pas. Et qu'est devenu le doigt après 1530 jusqu'au moment où il est entré dans la collection Campana, on ne sait pas non plus. Donc les historiens cherchent, on trouvera peut-être une explication. Donc l'histoire de la collection Campana n'est pas terminée. Ce qui est terminé, donc après la réunification de la main de Constantin, si on peut dire, ce qui est terminé, c'est donc la promenade que je vous proposais dans la collection Campana, qui a été évidemment pour tout amateur de musée, hein, qui est un référence, un exemple tout à fait important.